Eh bien, ça valait le coup d'attendre le jingle, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Nous sommes très heureux d'ouvrir cette première plénière pour ce premier événement, Drive to Zero, qui réunit tout l'écosystème du zéro carbone en principe sur la trajectoire 2035. Je suis Christophe Carignano, directeur des rédactions du pôle automobile InfoPro Digital. Et moi je suis Emmanuel Dutail, je suis le directeur de la rédaction notamment de l'usine Nouvelle et je dirige plus largement le pôle industrie du groupe InfoPro. On va se tutoyer parce qu'on fait ça dans la vie, donc on va le faire également ici sur scène, parce qu'on a finalement emmené toute l'entreprise sur cette scène de Drive to Zero. On est très heureux, hein, moi qui représente plutôt d'habitude l'amont, toi l'aval, et c'est la première fois que même si on travaille ensemble, que nous sommes réunis sur une même scène et qu'on participe ensemble à un tel événement. On boit des cafés ensemble, mais effectivement, on n'a jamais animé ensemble. Dans ce bel écrin, le Grand Palais éphémère, nous allons tenter, je vous le disais, de tracer une route pour le zéro carbone. Ce premier salon rassemble tout l'écosystème. Je vous rappelle que l'Europe a décidé qu'en 2035, il n'y aurait plus de véhicules thermiques. Et je pense que les hésitations de l'Allemagne ne vont rien changer au bout du compte. La voie est tracée. Et donc, il faut construire ce nouvel écosystème. Et pour cela, on va commencer, peut-être on va entrer dans le vif du sujet pour tracer cet écosystème et nous expliquer pourquoi finalement nous sommes aujourd'hui tous là en ce début d'après-midi de ce mercredi. Nous invitons sur scène Stéphanie Guettorante, la directrice du salon Drive to Zero. Vous pouvez l'applaudir quand même. Celle qui nous a réunis. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Pas trop stressé, ça va ? Écoute, vous êtes nombreux, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, ma première question, elle est vraiment très simple. Pourquoi on est là ? Pourquoi un tel salon ? Pourquoi avoir eu l'idée de lancer Drive to Zero ? Alors, Drive to Zero, c'est une initiative du groupe InfoPro Digital. InfoPro Digital, c'est quoi ? C'est une entreprise qui a... Ah, t'as plus de micro. J'ai plus de micro. Voilà, faut le garder bien collé à la bouche. J'étais déjà trop longue. Non, c'est que tu t'es un peu trop tourné. Il faut regarder les gens qui sont face à nous. Bon, Christophe, je suis désolée, je vais devoir te... Ah non, finalement, c'est quand tu te tournes vers moi. C'est moi qui l'aime pas, ton micro. Là, ça va ? Voilà. Ils me regardent, je pense que... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Donc effectivement, InfoPro Digital, c'est une entreprise qui anime des communautés professionnelles au travers de la data, de l'information avec les médias, des logiciels, des technologies, mais également des événements et des salons. Et en fait, dans le cadre de notre activité, nous travaillons sur un certain nombre de marchés, les collectivités, la construction, l'industrie, mais également l'automobile, le marché automobile, la finance et l'assurance. En fait, quand on a un écosystème déjà à l'intérieur de son entreprise si large, quand on est organisatrice de salon, ça donne envie aussi de voir ce qu'on peut faire avec tout ce beau monde. L'enjeu de la mobilité est clairement, et cet événement, je l'espère, va le prouver pendant 2 jours et demi, un enjeu écosystémique. C'est un enjeu qu'on ne peut pas aborder de manière isolée, chacun dans son coin. En fait, je crois qu'on essaye un peu, mais on perd beaucoup de temps. Donc l'enjeu étant d'accélérer les choses, finalement, rassembler les sujets, identifier les problématiques des différents acteurs, nous a semblé effectivement être plutôt une solution à creuser. Et pour cela, je vais d'abord échanger avec mes collègues, donc avec Christophe, Pierre-Dominique, avec l'ensemble des rédactions. On peut Dominique Lucas, qui nous a bien aidé. Voilà. Merci de l'applaudir. Nous avons échangé et voilà. Nous avons échangé tous ensemble. Alors eux, ils parlaient un peu de bagnole, hein. Et puis moi, je m'occupe aussi du Salon des maires. Donc j'étais un peu du côté des collectivités. Donc on a débattu déjà entre nous pendant quelques semaines. Et puis au bout d'un moment, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés assez vite, en fait, sur cette volonté de travailler ensemble à une programmation, à un nouveau positionnement d'événements qui soit rassembleur et pas diviseur. Et ensuite, nous avons interrogé les acteurs du marché. Donc les associations professionnelles, un certain nombre d'entre elles sont là, et je les remercierai également tout à l'heure, et ce soir également au prix de l'innovation, notamment Mobiliance, l'Aver, un certain nombre d'acteurs aussi, des collectivités, des institutionnels, du monde de l'environnement, pour savoir, pour eux, l'enjeu de la mobilité, en fait, il se situait où ? Quelles étaient les difficultés rencontrées ? On n'a pas souhaité parler des choses qui se passaient bien. En fait, on leur a demandé de nous parler de ce qui ne se passait pas ou de ce qui ne se passait mal.
si je schématise, c'est la réunion du monde automobile. Bon, il n'y a pas que l'automobile, tu me le dis souvent, et le monde des collectivités. Est-ce que ce n'est pas un énième salon? Est-ce qu'il n'existe pas déjà des salons spécifiques comme celui-là? Alors, il existe bien sûr des salons de la mobilité électrique d'un côté, l'hydrogène de l'autre. Il y a des salons dédiés bien sûr à l'automobile, des salons dédiés aux énergies, des salons dédiés aux infrastructures. Et en fait, sur Drive to Zero, ce sont l'ensemble de ces acteurs qui sont réunis. Donc l'amont, les infrastructures, mais également les énergéticiens, les équipementiers, les constructeurs, le marché aval, les collectivités, les institutionnels, les acteurs aussi du monde du service, la finance, l'assurance. Dans les allées, vous allez croiser en fait l'ensemble de ces acteurs qui sont essentiels au vu des interviews que nous avons menées pendant plusieurs mois pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que quand on parlait à l'un d'entre eux, en fait, ils nous disaient avoir besoin de l'autre. Donc finalement, quand on a ça, ça devient évident qu'il faut faire un rendez-vous pour finalement les mettre les uns aussi en face des autres dans des débats, pour échanger sur les problématiques. On a le droit de ne pas être d'accord sur Drive to Zero. Je vous invite d'ailleurs à ne pas l'être. On a un comité stratégique qui a été réuni un certain nombre de fois dans l'année, qui est constitué de l'ensemble des associations professionnelles de tous ces secteurs. Et c'était assez passionnant puisque justement chacun, de manière très transparente, partageait sur ces sujets. Le débat était déjà présent dès le premier comité. En fait, on aurait pu enregistrer et faire une conférence à proposer aujourd'hui. Donc c'est effectivement quand on a cette émulation autour d'une telle thématique, une thématique aussi qui crée beaucoup d'émotions. Hein. Le sujet de la mobilité, c'est un sujet où il y a beaucoup d'émotions. Voire plus. Oui, Monsieur de la technique, voire plus, effectivement. Donc effectivement, ça a été très facile, mais on n'a rien fait tout seul. On a fait ça avec vous tous et on est vraiment très heureux de pouvoir l'ouvrir aujourd'hui. Une dernière question. Moi, j'ai accepté de te suivre parce que tu m'as promis qu'il y aurait du contenu. Je croyais que c'était parce qu'il y avait du champagne. Mais... Là, tu m'as promis de la bière. Dis pas tout. Moi, je lui avais promis de la bière, en fait, en vrai. Donc, du contenu, c'était important pour moi. Et là, on le voit en démarrant aujourd'hui. Le contenu, c'est pendant les 3 jours. Quelques mots là-dessus? Alors, tout à fait, 2 jours et demi. 183 intervenants. Donc, finalement, la première session aujourd'hui, vous avez l'auditorium, il y a 2 ateliers, 183 experts de l'ensemble des univers dont nous avons parlé. Le comité d'organisation qui a créé des séquences justement où on débat, où les opinions se croisent, où les enjeux se croisent. On revient beaucoup sur l'usage de la route, qui est vraiment le thème central, qui a réuni et rassemblé finalement tout le monde. À un moment donné, ça a fait consensus. Tout le monde était d'accord sur le fait que l'enjeu principal, c'est l'usager, de s'adapter aux besoins des usagers avec là où les bonnes solutions. Ça aussi, c'est important, parce que Drive to Zero ne va pas valoriser ou promouvoir une seule solution, mais un ensemble de solutions, pas la solution ultime, mais finalement la solution X qui va rentrer dans la solution globale et permettre, avec des enjeux de multimodalité, de répondre aux besoins de liberté aussi attendus par les habitants et les usagers dans leur déplacement du quotidien. Eh bien, merci beaucoup. Et je précise quand même que pour monter tous ces tables rondes, on a eu, et c'était normal, beaucoup de difficultés à essayer d'avoir suffisamment de femmes. Donc, on lance un nouvel appel pour que les femmes participent plus à nos tables rondes, puisque c'était capital, et c'est capital pour nous au sein du groupe de pouvoir avoir des panels qui soient le plus à la parité possible. On n'y est pas encore complètement, mais il y a eu un énorme effort mené, et on lance un appel pour qu'on puisse avoir... Il y en a, fortement. À mon sens, c'est le monde automobile qui a encore besoin de progresser. Non. Il y a des femmes, d'ailleurs on le verra et vous le voyez, et là moi je parcourais les allées et voilà, ce sont des marchés dans lesquels il y a des femmes. À un moment donné, il faut effectivement leur donner la parole. Donc c'est ce qu'on va faire et on a un certain nombre de sessions. Alors, on verra, mais on a un certain nombre de sessions qui sont très bien représentées et leurs mots ne sont jamais bridés et vous verrez qu'elles vont. Voilà, je pense qu'elles vont envoyer quelques sujets. Eh bien, merci en tout cas, Stéphanie Guetterand, la directrice de Drive to Zero, qui a donc monté tout cet événement. Tu poses le micro, tout simplement. On va le garder parce qu'on sait qu'il fonctionne en plus celui-là. Voilà. Hop, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Bien évidemment, ce Drive to Zero se tient au confluent de 2 actualités extrêmement fortes. L'Europe qui a décidé enfin, après un paquet d'atermoiements, d'interdire les voitures thermiques à l'horizon 2035. Bon, il y a eu quelques ajustements, on va dire, de dernière minute avec l'Allemagne, mais l'objectif est là. On va dire que le e-fuel ne va pas changer grand-chose. Non, et on va dire que l'objectif de 2035 est là. Il y aura effectivement aussi
En autre actualité qui va être extrêmement importante, les ZFE, hein, les zones à faible émission, qui vont là entrer en vigueur dans les grandes métropoles, qui changent tout également à la mobilité et qui justifient finalement totalement à ce monde des collectivités locales, plus ce monde de l'automobile. Tiens, je me permets de vous dire qu'on va même vous faire un jour un bel événement à Strasbourg autour de ces ZFE, un beau congrès, mais ça on vous en parlera. En anglais, ça s'appelle l'ES. Ben voilà. Voilà. Quelques mots avant d'accueillir nos invités. Les transports restent le principal secteur émetteur de CO2. Certains diront moins que d'autres, mais bon, quand même. 80% des déplacements se font encore par la route. Et nombreux sont les habitants et les territoires dont le quotidien a besoin de voitures. Donc il faut un dialogue entre le monde de l'automobile, le monde des mobilités douces et les collectivités. J'ai envie de donner cet exemple de la mairie de Paris, tiens, ce n'était pas prévu, qui a interdit les trottinettes. Je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut penser de tout ça, c'est un manque de dialogue, je pense, entre les opérateurs et la mairie de Paris. Voilà, la parenthèse est refermée. Et ce nouvel écosystème doit répondre à cette exigence du zéro carbone. Et justement, pour ouvrir cette première session, ne croyez pas qu'il y ait eu un problème de transport pour venir, mais un problème juste de dernière minute qui explique que c'est une vidéo de Clément Beaune et pas le ministre en personne. Mais il a tenu quand même à la dernière minute, de pouvoir vous adresser ces quelques mots que l'on vous propose tout de suite. Clément Beaune, secrétaire d'État au transport. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots, bien que je ne puisse être présent physiquement avec vous, pour participer à l'ouverture de ce grand événement Drive to Zero, premier grand rendez-vous européen de la mobilité décarbonée. Je le rappelle souvent, les transports sont au cœur de l'enjeu de décarbonation de notre économie et de notre société. Ils sont essentiels au quotidien pour nous permettre d'aller travailler, accéder au commerce, aux services publics, à nos loisirs. Mais ils représentent, on le sait, plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et pour répondre aux objectifs de transition écologique en France et en Europe et au-delà, nous devons donc trouver des solutions pour rendre nos déplacements plus verts. Ces solutions, nous devons les construire ensemble. Et ce salon va nous permettre d'échanger pour avancer et mieux répondre à ce grand défi partagé. Il réunit des acteurs privés, publics, il s'intéresse à toutes les options que nous pouvons et que nous devons envisager. Investir davantage dans les transports, collectifs notamment, mais aussi repenser nos déplacements et bien sûr investir dans la recherche et l'innovation pour permettre des avancées technologiques, énergétiques, plus vertes au total. La Première ministre a annoncé fin février un plan d'avenir pour les transports. C'est un plan majeur. Ce plan, c'est une réponse très concrète de l'État pour favoriser l'émergence de toutes ces solutions. Nous construirons d'ici l'été, avec les collectivités locales en particulier, une trajectoire d'investissement pour les transports à long terme, avec une priorité marquée pour le développement du secteur ferroviaire et des mobilités du quotidien. Ainsi, nous investirons au total 100 milliards d'euros dans le secteur ferroviaire d'ici 2040. La régénération et la modernisation du réseau ferroviaire existant bénéficieront d'un effort de 1,5 milliard d'euros supplémentaires chaque année pour atteindre un budget annuel de 4,5 milliards d'euros avant la fin du mandat. Nous développerons des services express régionaux et métropolitains pour répondre aux attentes de mobilité de nos concitoyens en améliorant la desserte des territoires qu'on appelle parfois périphériques ou périurbains à 30, 40, 50 km des centres-villes, aussi bien en termes de fréquence que de qualité de service. Mais la décarbonation des transports passera également par la route. 85% des déplacements s'effectuent encore par cette infrastructure. Même dans les projections les plus ambitieuses, ce sera toujours le cas pour la majorité de nos transports et de nos déplacements en 2040, en 2050 et peut-être au-delà. Il est donc urgent, complémentaire et impératif de verdir nos déplacements routiers. Cette ambition, nous la portons à l'échelle européenne et je me réjouis ainsi de l'adoption récente du règlement relatif aux émissions de CO2 des véhicules neufs qui prévoit la fin de la vente des voitures thermiques en 2035. C'est un engagement écologique, économique, industriel majeur. Nous porterons cette ambition bien sûr à l'échelle nationale. Le gouvernement a mis en œuvre de nombreux dispositifs pour permettre cette transition écologique du secteur routier. Les ventes de véhicules électriques décollent grâce à la prime à la conversion et au bonus écologique notamment. La part des voitures électriques dans les nouvelles immatriculations est ainsi maintenant de 15% contre seulement 5% en 2020 il y a seulement 3 ans. Le développement des bornes et leur déploiement s'accélère grâce à la mobilisation des acteurs privés et publics. Nous approchons des 100 000 bornes, notre objectif pour la fin du semestre.
Pour le secteur de la logistique et du transport routier, j'ai annoncé récemment avec mes collègues ministres Roland Lescure et Agnès Pannier-Runacher un soutien supplémentaire de l'ordre de 100 millions d'euros, dont 60 millions d'euros pour soutenir l'acquisition de véhicules lourds, de camions électriques et des aides nouvelles apportées à cette production ainsi qu'au déploiement des bornes qui leur sont adaptées. La décarbonation de la route passera aussi par le changement de nos habitudes en complément des infrastructures ou des nouveaux véhicules. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé un plan covoiturage en décembre dont les premiers résultats sont très encourageants. Nous favorisons aussi le déploiement des transports en commun, des voies réservées, des pistes cyclables. Le premier plan vélo a permis une augmentation des infrastructures cyclables et le nouveau plan vélo, depuis le mois de septembre, accélère encore cet investissement et cette transformation. Enfin, cette grande ambition écologique passe par le soutien à la recherche et à l'innovation. Le volet transport de France 2030 prévoit près de 4 milliards d'euros pour produire en France, à l'horizon 2030, 2 millions de véhicules zéro émission et développer plus largement une mobilité sobre et souveraine en France et en Europe dans tous les domaines. Ces premières réponses très concrètes prouvent l'engagement du gouvernement en faveur de la décarbonation de toutes les mobilités. Cet effort doit être poursuivi, renforcé, pour répondre aux objectifs ambitieux fixés par la stratégie nationale bas carbone. Ce salon, votre salon, va favoriser les échanges, permettre de trouver de nouvelles solutions, des innovations supplémentaires, des réponses adaptées à cet enjeu immense. Je m'en réjouis, nous avons besoin de vous, alors je vous souhaite de bons échanges, de belles idées, je vous remercie et à très vite. Emmanuel, avant de débuter notre débat, je vous propose d'accueillir Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, qui porte la parole des entrepreneurs de la mobilité. Vous avez le droit d'applaudir. On peut l'applaudir. Xavier, juste un mot pour toi. Tu as un temps donné. Et voilà. Il faut le respecter. On va bien voir. Bonjour à toutes et à tous. Les synonymes de zéro, c'est nul, néant, rien. S'agit-il de nous driver vers un vide vertigineux? D'autres définitions sont plus stimulantes. Ainsi, le zénith, qui désigne le point le plus haut sur une sphère, conduit vers une sorte de zéro vertical. Avant de nous attarder sur ce zéro, et je vais faire un peu de hors-sujet, je vais prendre le risque. Et ce qu'il implique pour notre industrie, bravo d'abord à Drive to Zero, à Stéphanie Guettorant, à Christophe Carignano, Pierre-Dominique Lucas et Emmanuel Dutheil. Je voudrais entendre plus d'applaudissements que tout à l'heure. Je crois que leur projet nous embarquait aux frontières de l'automobile du futur. Alors, allons-y. Chiffres et concepts, le zéro est ambivalent et insaisissable. Il a mis un temps infini à être défini. Longtemps resté dans l'ombre des nombres, le zéro est la clé de voûte de la numération, l'axe autour duquel gravitent les chiffres. C'est le driver des mathématiques modernes, en ouvrant la voie aux fractions et aux nombres complexes. Mais cette invention circulaire, inspirante en soi pour l'automobile, est infiniment mystérieuse. Elle nous mène de l'Inde à l'Occident en passant par la Chine, le monde arabe et l'Amérique centrale. Le zéro est le point de départ du décompte, mais c'est aussi le point de départ de la réflexion, écrivait Georges Perec. La numération utilisée par les Égyptiens et les Grecs, tu vois que je vais faire un hors-sujet, ne possédait pas de symbole pour le représenter. Les civilisations anciennes ne conceptualisaient pas des valeurs qui incluaient la notion d'absence de quantité. Le symbole du zéro, alors manifesté par une virgule, a surgi en Inde au IIIe siècle, avant l'année zéro de notre calendrier grégorien. Il a été chiffré et introduit en Occident par les Arabes, et c'est Fibonacci, mathématicien du XIIIe siècle, qui l'a popularisé en Europe. Au XVIIe siècle, Leibniz a développé le calcul infinitésimal en s'y référant. Beaucoup plus tard, on doit à Keynes la théorisation monétaire du zéro nominal. De même, le point zéro, comme chacun le sait, décrit le niveau de rentabilité d'un investissement, qui est évidemment un pressant objectif pour les acteurs de l'automobile. En fiscalité, le seuil zéro de la courbe de l'affaire
et le point au-delà duquel l'État accuse une baisse de ses recettes. Alors, sans espérer un zéro qui serait évidemment trop libéral, on se contenterait d'un équilibre optimal au niveau des impôts de production si l'on veut croiser les courbes de la réindustrialisation et de la décarbonation. En économie, le zéro est utilisé pour désigner l'équilibre général du marché ou de la balance commerciale. Et quand on constate les déficits abyssaux de l'automobile, de l'ordre de 20 milliards d'euros pour la balance commerciale, on voit l'urgence d'une stabilité si l'on ne veut pas être réduit à zéro. Le point zéro est également un concept géographique, comme point de référence des distances, et métrologique, comme la mesure des tensions électriques. Tout un repère, me semble-t-il, pour notre filière, qui subit un déplacement géostratégique de son centre de gravité vers l'Asie, tandis qu'on lui a indiqué l'électrique comme seul moyen de se rapprocher de l'horizon de la neutralité. Signe des temps, le zéro est non genré. Sans signe positif ou négatif, il exprime une absence totale ou une quantité nulle, soit une forme de néant. Pourtant, il permet de concevoir l'innombrable. L'innombrable, je pense par exemple au poids de notre dette, à l'Himalaya, devrais-je dire même, de notre dette, de fixer des coordonnées et de stocker d'incalculables informations, bien utiles à l'intelligence artificielle et aux téraoctets de data issus des futures générations de véhicules connectés. L'aléa humain, il sera peut-être réduit à zéro. Ce chiffre n'est-il pas d'ailleurs considéré comme parfait du fait de propriétés infinies qui permettent de dépasser le point limite? En géométrie, le zéro est utilisé comme un point de départ, tandis que l'infini est figuré par une asymptote. En physique, le zéro dit absolu désigne la température la plus basse possible. À moins 273,15 degrés Celsius, la matière n'a littéralement plus aucune agitation thermique. Métaphore qui correspond à l'état sans doute produit par les récentes décisions au niveau de l'Union européenne. L'infini est quant à lui une progression sans limite de grandeur physique, impossible à matérialiser pour une mobilité dont la vitesse et l'énergie sont aujourd'hui nécessairement finies. Je passe aux humanités. Dans la philosophie, le concept a été exploré par Platon, qui a questionné l'existence de l'absence. En Orient, le vide est compris comme une réalité fondamentale qui sous-tend l'existence. En fait, le zéro reste abstrait, fuyant, se dérobant sans cesse au regard et à l'action. Le zéro est l'infini des infinis et le néant des néants, comme le définissait Léonard de Vinci. Et dans l'art, il incarne le minimalisme, mais aussi la transformation, ou encore la négation. Songez au tableau de feu de Yves Klein, ou aux white paintings, ces toiles monochromes de Robert Rauschenberg, en apparence sans contenu. Un autre artiste américain, Jasper Jones, a créé plusieurs œuvres autour des zéros, symbolisant une permanente vacuité. Et de même, voyez les compositions abstraites de Mondrian, basées sur des formes géométriques comme autant de manifestations de la perfection. D'ailleurs, pour Kandinsky, le zéro est le symbole de l'absolu et de la perfection. Ces expériences pures, qui réduisent l'art à son expression la plus simple, font imaginer les possibles traductions automobiles. Les technologies et le design de nos créateurs parviendront peut-être à effacer l'empreinte de cet objet dans son environnement ou à le faire se confondre avec lui. Pour Paulo Coelho, le zéro n'est-il pas le point où les possibles se rencontrent? Dans la littérature, le zéro rejoint parfois l'absurde. Pensez à la condition humaine de Malraux ou au néant insensé de Beckett. Et de l'absurde à l'obsession, il n'y a parfois qu'un pas. Il y a par exemple une obsession très française pour le rail. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais l'objectif du coût zéro ou du zéro défaut peut-il aussi devenir l'obsédante finalité ultime d'une économie fascinée par sa propre disruption? Le zéro peut encore signifier un commencement, comme dans Le zéro et l'infini d'Arthur Koestler, ou mieux une plénitude dont tous les épicuriens et les stoïciens que nous sommes sont à la recherche sans jamais totalement y parvenir. Ainsi, pour Hermann Hesse, le zéro est le point de départ et le point d'arrivée de toutes les quêtes. Alors,
quel est le drive de toute cette digression? Ouvrir un chemin illustrant combien le zéro est l'invariant mystérieux de l'humanité qui cherche toujours à trouver ou à revenir à un point zéro métaphysique. Et l'automobile est bien l'un des domaines où sa quête est de l'ordre de l'Odyssée ou du dépassement. Et on comprend la constante fascination qu'exerce le zéro, ce vide qui permet de tout remplir. Point de départ, présence d'une absence, incarnation du vide, frontière entre le positif et le négatif, porte ouverte sur l'infini, il est tout à la fois. Le zéro, c'est la coordonnée de la création. Et en inspirant une automobile conduite à ses limites, il en est devenu effectivement le driver essentiel. N'en déplaise aux sympathiques nihilistes modernes, nous ne partons pourtant pas de zéro. Lisez Hannah Arendt, qui a théorisé les régimes politiques fondés sur la négation de l'histoire et la privation des droits, notamment celui de se déplacer. Il y a du totalitarisme dans ce zéro-là. Lisez Martin Heidegger et sa critique de la technologie, manifestation de la volonté de puissance de l'homme, entraînant perte de sens et aliénation. Cette philosophie du zéro, née bien avant l'écologie moderne et la grève de l'école de Greta Thunberg, vise à arrondir autant que possible nos externalités négatives. Elle repose sur l'idée que les systèmes économiques, sociaux et environnementaux sont connectés et que la prospérité à long terme exige une stratégie systémique. Cette réflexion réévalue les priorités qui sous-tendent une économie sommée de faire une révolution sur elle-même. À cet égard, nul doute que l'économie circulaire soit la matrice et la force motrice de la mobilité du futur. Et si nous ne tournons pas en rond, elle est liée à la responsabilité sociale, à la justice environnementale, mais aussi à la sobriété. Concept fort ancien qui a pris un relief nouveau depuis le Covid et la guerre en Ukraine. Nous y avons compris que l'abondance peut avoir une fin et que la restauration de capacités productives décarbonées est le début de la souveraineté, surtout lorsqu'il s'agira d'assembler et de recharger plusieurs centaines de millions de batteries. Enfin, la forme circulaire du zéro souligne l'importance de la dimension sociale, nécessairement inclusive, soit l'inverse des ZFE, dont il n'a que la première lettre en commun. Une politique du zéro peut mener à de l'exclusion, redoublée d'un risque d'annulation des valeurs résiduelles des véhicules thermiques. Et une telle perspective élargirait nos fractures, alors que, précisément, la mobilité doit servir à recoudre notre tissu social. Cette trajectoire trace une ligne de conduite responsable pour notre siècle. Et ce siècle s'est ouvert pour l'automobile sur le Dieselgate. On le retiendra peut-être comme l'année zéro de cette industrie, et peut-être même avec le recul comme un scandale salvateur. Nul ne conteste l'impact des émissions liées au transport, le ministre l'a indiqué encore tout à l'heure, entraînant des conséquences tout à fait calculables pour l'humanité désormais sur une ligne de crête. Des progrès probants ont pourtant été réalisés, on ne le dit pas assez, même si l'autobashing urbain, situé au degré zéro d'une politique des transports, cherche à les faire passer pour quasi nuls en se confinant dans un utopique zéro voiture. Pour tangenter vers ce Graal du double zéro, carbone et émissions, il faut, me semble-t-il, mesurer la hauteur des marches et l'intensité des contraintes exercées. La trajectoire est politiquement énoncée, avec un objectif de neutralité climatique d'ici 2050, mais les paliers restent à fonder. Cette transition donne le vertige, tant les inconnus déséquilibrent l'équation, qu'il faut pourtant bien mettre à zéro. Tout va changer dans notre manière de produire, de consommer, de se déplacer. Et je rappelle que la croissance économique et la mobilité sont liées, posant la question de savoir si la recherche d'une indispensable sobriété permettra d'obtenir le point zéro des investissements requis pour financer la métamorphose de nos modèles. Je termine. Parfait. En outre, avec plus d'1 milliard de véhicules thermiques dans le monde, soulignons l'interdépendance avec la démographie, les experts estimant une multiplication par 2 de nos besoins en mobilité d'ici 2050. Et je crois que si ce changement de paradigme dont parlait Stéphanie tout à l'heure est total,
On touche aux limites des projections de déploiement à grande échelle, de solutions soutenables et acceptables par le plus grand nombre. Et dans le même temps, il apparaît une espèce d'impossibilité à poursuivre notre développement sur les mêmes bases. Et nous savons l'impact marginal d'un drive to zero principalement européen si les autres continents ne consentaient pas aux mêmes efforts. Utopie ou nouvelle frontière, cette quête du zéro est devenue au fil des COP un enjeu de civilisation. Elle est aussi une source potentielle de guerre, dont on sait combien le risque n'est jamais nul. La compétition dans l'accès aux ressources en eau, métaux et terres rares est déjà d'une intensité sans égale. Et la demande, qui sera exponentielle, aggravera la pression sur leurs coûts, mais aussi sur leur disponibilité, leur recyclabilité, à piloter, évidemment, comme autant d'asymptotes. De même, faudra-t-il multiplier par 4 notre production d'électricité d'ici 2040. La neutralité, c'est donc l'autre définition de la clairvoyance politique en matière technologique et énergétique. Et la mobilité, qui est une industrie du temps long, s'accorde mal avec une réflexion intermittente. Pour l'automobile, le driver doit être la quête d'un absolu, c'est-à-dire zéro émission, zéro accident, zéro congestion et zéro exclusion. En repartant presque de zéro, nous y arriverons car notre génie continuera de se rapprocher de son zénith. L'Europe a fixé un cap, pour le pire ou pour le meilleur, même si ce choix remet nos compteurs à zéro, annulant les avantages compétitifs acquis par plus d'un siècle de motorisation thermique, nous devons garder le meilleur. Et le meilleur, c'est l'élan de l'innovation, la vitalité de l'esprit d'entreprise, l'excellence de la formation. Ce sont elles qui transformeront cette menace du zéro en une fantastique opportunité pour réinventer une civilisation de l'automobilité. L'échec serait un zéro pointé. Et à l'inverse, si notre filière, comme je le crois, relève ce défi du zéro, sa réussite tractera 1000 progrès. Merci à ce salon d'éclairer notre intelligence collective autour d'un écosystème de solutions. Visons la perfection proche, la plus proche possible, de cette brillante invention circulaire. Elle incarne la virgule et l'infini de ce que le génie humain fait jaillir dans tous les arts. Le zéro, voilà la solution, ce rien qui permet tout. Mille merci. Merci Xavier. Beaucoup. Tu restes avec nous. Hop, installez-vous et on va maintenant compléter tout ce propos avec nos premiers invités. J'appelle sur scène Joël Balandreau, le maire d'Evron, vice-président de l'AMF, Fabien Derville, le président de Mobivia, vous pouvez les applaudir également, Sandrine Bouvier qui est à la tête de la mobilité électrique France pour Stellantis, Gilles Belmer, le directeur général France d'ALD Automotive, Antoine Herteman, le président de l'Aver France et Diane Strauss, la directrice France de Transport et Environnement. Voilà, alors tout le monde arrive. Madame Strauss, Monsieur Herteman, installez-vous. Hop. Joël Balandreau, je vais commencer avec vous. Alors, je donne votre carte de visite. On en a pour au moins aussi longtemps que le discours qu'on vient d'entendre. Ah oui, mais moi, je n'aurai plus jamais la même vision du zéro. Ah, là. ça c'est vrai. Il y a des moments, tu m'as fait peur, Xavier. Président de la communauté de communes des Coévrons, vice-président du conseil départemental de Mayenne, vice-président de l'association des maires de France. Alors, vous représentez donc ici ce monde indispensable des collectivités sans qui on ne fera rien pour cette mobilité. Vous êtes prêts à vivre cette transition ou pas? Ça y est, c'est fini. Chez nous, on est tout prêt. C'est pas fini, alors ça commence. C'est très compliqué pour nous aujourd'hui. On est au carrefour de toutes les injonctions. Par nature, rien ne se fera sans les collectivités. Les collectivités sont persuadées. Donc, dans la tête, on est prêt à assumer ce zéro absolu. En tout cas, on est prêt à se diriger vers, puisque pour le coup, le zéro est difficile à atteindre partout, et donc comme le 100%. Donc les collectivités sont conscientes. L'association des maires ne dit que ça. Le salon des maires en est témoin, et vous le savez, puisque de plus en plus les acteurs de l'économie décarbonée, la mobilité, mais le reste aussi, est très présent dans nos salons. Pour autant, les interrogations sont fortes sur la mise en application des choses, parce qu'on a un autre zéro qui nous attend aussi, c'est le zéro artificialisation de nos terres.
et on aura besoin de nous. Alors là, juste peut-être pour préciser pour tout le monde, c'est-à-dire que maintenant, on n'a pas le droit d'avoir 1 mètre carré en plus qui n'était pas dédié avant à l'habitation ou à l'industrie, même si le texte doit être sûrement un poil réécrit une fois les sénatoriales passées. On est bien d'accord, on travaille à tout ça, mais dans ces injonctions donc, contradictoires des fois que l'on a, réindustrialisation, c'est un enjeu majeur pour l'industrie que vous représentez. Je dois dire aussi en amont que dans les campagnes municipales de 2020 et avant la campagne présidentielle, il y avait 2 sujets majeurs dans la plus grande partie de nos villes. Dans les 2 sujets majeurs, le premier c'était la santé, très souvent c'était la santé. Le deuxième c'était les mobilités, et pas les mobilités au sens du zéro carbone. C'était l'accès aux services. Et l'accès aux services, c'est un grand problème partout, qu'on soit en banlieue parisienne ou qu'on soit dans un territoire rural. Mais c'est vrai que vous le vivez à Évron, 9000 habitants en Mayenne, commune plutôt rurale, si on peut le dire ainsi. Exactement, j'ai une gare. La dernière fois qu'on a voulu embaucher quelqu'un pour s'occuper du système informatique, il est arrivé à la gare, il s'est demandé comment aller à la Comcom. Parce qu'en fait, il pensait trouver soit un taxi, soit un vélo électrique, soit un modèle, donc, comme on dit, multimodal. Et le monsieur n'avait pas de voiture parce qu'il était un jeune homme des villes. Et un jeune homme des villes n'a pas de voiture forcément à 25 ans, alors que ma génération, on avait forcément une voiture. Quand on venait à Évron, on savait qu'il fallait un permis, une voiture. Aujourd'hui, même si on le sait, on ne l'a pas forcément. Et donc, on doit proposer des solutions, donc on y sera demain pour accompagner ce monde qui change. Mais en tout cas, toutes les questions se posent à nous. On sera là pour installer les infrastructures, on sera là pour produire de l'énergie, puisque en amont de la production énergétique, et pas que dans l'intermittence pour le coup, on se pose des questions, et la problématique de la stratégie se pose pour nous. Je suis arrivé maire en 2014, on m'a proposé 10 systèmes énergétiques de demain. Donc il en reste quelques-uns peut-être dont l'électricité est majeure, mais on la produit comment? On la produira chez nous. Mais moi, je ne savais pas si je devais faire du biométhane, je ne savais pas si je devais proposer des productions hydrogène. Et c'est des collectifs chez nous, des collectifs locaux de production qui se mettent en place. Donc on le fait. S'il faut mettre de l'éolien, s'il faut mettre du panneau photovoltaïque, si oui, si on met des vaches en dessous ou pas, si on a encore des prairies ou pas pour le faire, si on le met sur nos bâtiments. Voilà, on est au cœur de tout ça, et avec des habitants qui nous questionnent énormément. Alors pour revenir sur le zéro artificialisation, le problématique, c'est comment je fais pour installer une industrie. Comment je fais demain pour installer des pistes cyclables qui sont des artificialisations des sols. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, dans notre schizophrénie d'élus locaux... Il est possible que ça sorte du zéro artificialisation, en tout cas c'est ce qui se murmure. Mais on murmure beaucoup de choses, et en attendant, le zéro est annoncé aussi dans ce domaine-là. Donc voilà, donc on est dans tout ça, donc on y reviendra sûrement, mais voilà, les collectivités sont non pas prêtes, mais conscientes. J'ai l'impression qu'on va rester sur le zéro. Merci Xavier. Encore une question sur le zéro. Sandrine Bouvier, vous représentez la mobilité électrique, donc zéro carbone au pot d'échappement pour le constructeur Stellantis. Est-ce que 2035, c'est une échéance qui est encore possible à réaliser, même si en Allemagne, on a quelques doutes chez au moins un constructeur? Alors, je ne sais pas pour mes concurrents. Et en tout cas, pour le groupe Stellantis, on engage cette transformation vite, très vite. On a chez Stellantis un plan stratégique, qui est le plan Dare Forward, avec 2 objectifs. Un premier objectif, c'est la neutralité carbone en 2038, avec un point de passage de réduction de nos émissions de CO2 de 50% en 2030. Deuxième objectif, 100% de nos véhicules neufs seront 100% électriques en Europe en 2030, donc 5 ans avant la réglementation européenne. Donc ça va vite, c'est une transformation profonde, et pour autant, on voit que les choses se déclenchent, que les choses avancent. L'année dernière, nous étions leaders des ventes de véhicules hybrides rechargeables et 100% électriques en France. Depuis le début de l'année, nous sommes numéro 1 des ventes de véhicules 100% électriques. Donc nos clients sont là, nos clients répondent à cette transformation, on leur apporte des produits, et ça va vite, et ça engage chacun des pans de notre entreprise. Dont DS Automobile, on a Joël Vérani qui est présent sur le salon. DS, c'est même avant 2035. DS, c'est bien avant 2035. 2033. 2033, oui. Et c'est une de nos marques, effectivement, les plus avancées dans cette transition énergétique, avec de l'hybride rechargeable et de l'électrique. Et vous avez une magnifique DS3 qui représente ça. Encore une question, après on échange, c'est un débat ouvert. Encore une question sur l'e-fuel, c'est toujours amusant de poser cette question-là. Ça existera chez vous? Aujourd'hui, on a un plan Dare Forward, il faut aller 100% électrique en 2030. Donc on reste complètement concentré sur cette technologie et on y va. Donc la réponse est non.
Pour autant, Stellantis, on parlait de plus d'1 million de véhicules dans le parc roulant. Pour autant, Stellantis a 26 millions de véhicules sur la route. Et on est en train de regarder si ces véhicules, on peut contribuer à baisser les émissions de CO2 en accompagnant sur ce parc roulant. Voilà. C'est-à-dire en accélérant le rétrofit et ce genre de choses de ce parc existant, c'est ça que vous dites? Le rétrofit ou la compatibilité. Ok. Fabien Derville, je me tourne vers vous, président de Mobivia Group. Alors, peut-être déjà un petit point sur Mobivia, parce que vous faites partie de ces groupes dont on connaît les marques, mais pas obligatoirement l'entité qui chapeaute toutes les marques. Donc, c'est quoi Mobivia? Mobivia a plus de 50 ans, né dans le Nord. Il y a plusieurs enseignes qui sont positionnées sur l'entretien et l'équipement automobile. Ma voisine de gauche construit des magnifiques véhicules. Et nous, on essaye d'accompagner l'automobiliste pour que le véhicule puisse être le plus durable possible, puisqu'on souhaite rendre la mobilité accessible, la mobilité durable, accessible au plus grand nombre. Et donc une mobilité accessible et le moins impactante le plus durablement possible. Donc le positionnement de Mobivia, c'est ça. Et donc on a quelques enseignes que vous connaissez, Norauto, Midas en France, mais on a aussi d'autres enseignes qui adressent des sujets connexes. Je pense à Blackstar qui fabrique des pneus reconditionnés ou eWhip qui gère des filières de retraitement de déchets. Donc voilà, un écosystème au service de la mobilité au plus grand nombre. Et justement, un écosystème indépendant important par rapport à ce que disait Sandrine Bouvier. C'est-à-dire que c'est bien de penser aux véhicules neufs de demain que l'on va acheter, mais peut-être que le plus urgent, c'est de penser à entretenir le parc actuel. Justement, comment vous voyez votre rôle dans cet objectif de 2035 d'essayer de rendre ce parc à peu près, comment je pourrais dire, acceptable? Ça vous va comme mot? Oui, vous parliez, vous qui êtes parmi les élus d'Injonction, nous, on vit avec des contradictions. Bien sûr que j'aimerais que le véhicule soit absolument pas impactant sur le plan environnemental. Et d'ailleurs, on a de ce point de vue-là, nous aussi, à notre niveau, pas au niveau du véhicule, mais au niveau de notre écosystème, la volonté d'être carbone neutre dans un horizon égal à celui des enjeux européens. Donc voilà. Mais il y a pour la France, parce que nous sommes en Europe, mais pour la France, qui est un sujet pour nous tous, on est connecté avec 20 millions de clients. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos véhicules? Et si on veut que la mobilité soit accessible, on ne peut que travailler à les rendre durables dans le temps et le moins impactant possible. Et c'est l'offre de service qu'on essaye de positionner avec de l'éco-entretien, avec des services sur le bioéthanol, enfin, un certain nombre de produits et de services qui fait que le véhicule sera moins impactant et au niveau de l'écosystème que nous avons, d'être neutre carbone dans un horizon visible. Xavier, tu as mis le désordre avec ton zéro. Tu es le seul que je tutoie. J'y arrive pas, on se connaît depuis trop longtemps. Normalement, je suis censé tout vous voyez. Et au bout du compte, je suis désolé, je n'arrive pas à savoir si tu soutiens le projet européen 2035 ou pas. J'ai cherché des... Je ne suis pas sûr. On est dans une transition avec toutes les paradoxes, les contradictions que les intervenants précédents viennent d'indiquer de manière claire, que ce soit pour un très grand constructeur, une collectivité locale ou un acteur des services de l'automobile éminent. Il faut gérer à la fois le stock et le flux. Le flux, ce sont les immatriculations de véhicules neufs. Le stock, dans le monde, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1 milliard de véhicules en circulation. 99% d'entre eux sont à énergie thermique. Donc le but du jeu et des politiques publiques, ça va être d'accélérer la rotation du parc automobile, d'imaginer des nouvelles politiques publiques qui vont permettre de faire cela. Et faire cela est extraordinairement complexe parce que sur le quinquennat précédent, il n'y a jamais eu autant d'argent public qui a été mis sur la table pour favoriser l'électrification du parc, avec des chiffres qui sont extrêmement importants par rapport à la période récente. Et pour autant, le parc n'a jamais été aussi vieux. Et on a des politiques publiques qui peuvent être orthogonales par rapport à ce que l'on vient de dire. Quand Fabien Derville parle de durabilité de l'automobile pour des raisons de pouvoir d'achat, ce sont des réalités sociales et territoriales qui vont immanquablement se percuter aux zones à faible émission
telles qu'elles sont aujourd'hui conçues. Donc, la position de Mobiliance est très claire parce que nous sommes la seule organisation patronale qui est en train de concevoir un plan de décarbonation à l'échelle d'une branche professionnelle aussi vaste que la nôtre. C'est 500 000 emplois. Ce plan est lancé avec le cabinet Carbone 4. On en dira d'ailleurs un mot demain matin pour celles et ceux que ça intéresse sur notre stand où on y fait un point presse. Mais en même temps, et pardon pour cette expression, il faut bien gérer le social de manière à ce que ce zéro dont je parlais tout à l'heure, un peu métaphysique, un peu fuyant, ne vienne pas fracturer un peu plus un pays qui, à mon avis, n'en a absolument pas besoin. Je pense que la mobilité, c'est sans doute l'un des plus grands facteurs de stabilité sociale et de nos démocraties. Donc, il faut accélérer, mais il faut que cette accélération se fasse de manière juste, c'est-à-dire soutenable d'un point de vue social et acceptable sur le plan économique. Sinon, on n'y arrivera pas et il faut réussir, encore une fois, à trouver le point d'équilibre, le point zéro, pardon, entre le stock et le flux. Ça sera compliqué, mais on est dans cette période de transition avec, encore une fois, tout ce que cela peut impliquer en paradoxe. Mais c'est vrai que c'est un point capital et on l'a bien compris dans votre discours passionnant. Gilles Belmer, vous êtes directeur général France d'ALD Automobile. Là, on est sur les flottes automotives. Ouais, j'ai voulu me reprendre et puis voilà, je me suis trompé. Là, on est sur les flottes automobiles. C'est que je pensais déjà au mot à arriver. Un peu la même question que pour vos voisins et voisines. La transition est en marche. Vous êtes vous aussi acteur de cette transition. Dans tous les cas, c'est irréversible. Oui, c'est irréversible. Nous, on est gestionnaire de parc automobile à l'origine et puis maintenant une mobilité plus large puisque c'est plus seulement de la voiture. Effectivement, l'idée, c'est d'accompagner les clients qui, dans un écosystème électrifié qui a absolument rien à voir avec ce qu'on connaissait dans le thermique, il y a beaucoup de parties prenantes qui sont un peu perdues. Et nous, comme notre spécialité, c'est d'être agrégateur de services, fournisseur de solutions, fournisseur de conseils, eh ben, on arrive à créer autour du client finalement toutes les solutions qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et ces objectifs, ça peut être des objectifs stratégiques internes parce que les entreprises veulent décarboner leur flotte. Ça peut être pour répondre à des exigences réglementaires, la loi LOM. Et donc, on est là pour faciliter la recharge, faciliter le choix, l'adaptation du véhicule au conducteur. Parce que quand on dit une voiture électrique, c'est bien gentil, mais il y a des besoins qui sont compatibles, d'autres pas. Donc, il faut avoir toute une étude préalable pour donner la bonne solution au bon client. Et c'est un peu notre rôle. Vous êtes sur un modèle vraiment global aujourd'hui. C'est-à-dire que votre métier se réinvente parce que vous étiez déjà un métier de service, mais vous êtes sur le service de la prise jusqu'à toute l'organisation de la flotte. Aujourd'hui, dans votre parc, l'électrique, c'est combien de pourcentage? Quand on regarde les commandes de véhicules neufs, parce que la commande à la livraison, il y a le délai de livraison. C'est et on pas sait pareil. En ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà. Oui, on va dire qu'on a un tiers des voitures qu'on achète pour louer donc à nos clients qui sont électrifiées. Et quand on dit électrifié, c'est hybride rechargeable et électrique. Si on prend les purs électriques, les véhicules particuliers, on est à 15% aujourd'hui. Et vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à en avoir assez de voitures électriques. Je vous regarde, Sandrine Bouvier, vous y êtes pour rien, mais c'est... Non, on est bloqué parce qu'il y a une nécessaire transition. Quand on veut électrifier un parc, on a des clients qui ont des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de voitures. Et donc, quand on veut passer au tout électrique, il y a un accompagnement du changement qui est quasi culturel. Donc, il y a une préparation à faire, il y a un certain nombre d'adaptations à faire, et donc ça prend du temps. Et puis aujourd'hui, enfin on le disait, les clients ont des voitures, et donc on ne va pas tout arrêter pour reprendre des voitures neuves. Donc ça se fait progressivement. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une accélération, puisque quand nous avions sorti notre plan stratégique 2025 en 2020, notre ambition était d'être à 30% de véhicules électrifiés à l'horizon 2030. Et en fait, on y est déjà. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a bien quand même... Et vous expliquez cette accélération comment? Parce que c'est vraiment le thème de cette table ronde, de la mobilisation à l'accélération. C'est la demande de vos clients pour décarboner les flottes. C'est l'Europe qui a mis 2035. Vous vous êtes dit, oulala, là, on a intérêt d'avoir le plus de voitures maintenant, parce qu'après, on n'en aura plus. Quel est l'élément le plus porteur de l'accélération? Je ne sais pas s'il y a un élément plus porteur. Simplement, je crois que il y a une prise de conscience générale. Je pense qu'il y a des ambitions, il y a des stratégies RSE. Enfin, la RSE maintenant fait vraiment partie prenante du cœur de la stratégie des entreprises et globalement toutes les parties prenantes.
Il y a les pouvoirs publics qui forcent un peu les choses avec une réglementation plus stricte. Et puis, il y a une offre abondante. Enfin, quand Stellantis dit que... quand on regarde l'offre produit, elle s'est considérablement développée. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de véhicules particuliers, mais sur les véhicules utilitaires, où là, pour le coup, l'électrification est plus facile parce qu'en termes d'utilisation, c'est souvent des véhicules qui reviennent toujours au même point. Là, on voit bien que l'offre a du retard. Et donc, les immatriculations ont du retard. Donc, il y a un ensemble de choses qui fait que ça accélère, peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais en tout cas, ça accélère plus vite que ce qu'on aurait imaginé il y a juste 3 ans. Oui, enfin, c'est quand même pas grand-chose si on se réfère à un marché en grande baisse depuis 2019, quoi. Au moins 30%. Hein. Les chiffres sont importants. Il y a eu un contrat stratégique de filière qui avait été adopté pour la période 2018-2022. Et dans les objectifs de ce contrat de filière amont et aval, un objectif d'1 million de véhicules électrifiés devait être dans notre parc. L'objectif est atteint, il est dépassé. Oui. Mais sur les derniers chiffres que nous voyons sur le marché, il ne faut jamais perdre de vue que même si les progressions sont importantes, elles sont incontestables. C'est dans le cadre d'un marché qui a lui-même baissé de 25 à 30% par rapport à la période de l'avant-crise sanitaire. Un marché petit avec des immatriculations tactiques qui ont redémarré au mois de mars. C'est un désespoir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la surproduction quelque part. Enfin, bon. Diane Strauss, vous représentez une ONG très puissante, Transport et Environnement, peut-être la plus puissante d'ailleurs à Bruxelles. Je me pose la question. Vous faites peur à pas mal de gens de l'industrie automobile ici. Cette date de 2035, je me demandais pourquoi avoir choisi cette date. Est-ce que c'est vous, d'ailleurs, qui avez poussé pour cette date? Elle a quelle utilité? Merci. Pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, peut-être quelques mots sur Transport et Environnement. Donc, en effet, nous sommes une ONG européenne experte des transports, basée originellement à Bruxelles et maintenant à Paris. Et nous sommes connus pour avoir des positions relativement pragmatiques sur la transition et la décarbonation des transports. Et nous avons une centaine de personnes à travers l'Europe, notamment des analystes, des ingénieurs et des experts. Et en effet, nous avons été assez pionniers sur le fait de promouvoir l'électrification des véhicules comme moyen de décarboner le secteur des transports. Et nous avons beaucoup œuvré pour cette date de fin de vente de 2035. Alors pourquoi quelques chiffres simples. La voiture individuelle représente 15% des émissions de gaz à effet de serre en Europe et en France. Une voiture reste en moyenne une quinzaine d'années sur le marché, sur la route. Donc si on veut avoir une économie décarbonée en 2050, il faut que l'électrification des véhicules ait lieu d'ici à 2035. Ça, c'est la raison climatique, c'est l'objectif climatique. Il faut quand même rappeler le but ultime de ces politiques climatiques qui est de nous remettre sur une trajectoire à 1,5 degré pour pouvoir habiter sur une planète habitable. Voilà, et ça, je pense que c'est un objectif qu'on partage tous. Donc ça, c'était la raison climatique. Il y avait aussi une raison économique qui est qu'il fallait envoyer un signal fort aux acteurs privés pour les inciter à produire en masse de l'électrique. Et on a vu l'impact des normes de CO2 sur les ventes de véhicules électriques en 2021. C'est grâce à ces normes qu'on a vu le décollage des véhicules électriques sur les marchés. Mais juste pour compléter, est-ce que vous diriez, comme Xavier Oran tout à l'heure, que finalement le Dieselgate, c'est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée parce que ça a nécessité une prise de conscience et que c'est peut-être un peu, pour reprendre toute l'explication de Xavier, le point zéro, le point du démarrage? Oui, ça a clairement été un tournant, en tout cas dans la prise en considération d'autres acteurs, aussi par les décideurs politiques. Voilà, donc objectif climatique, objectif économique, et le troisième, important, objectif industriel, parce que ce message clair qui est envoyé aux États aussi permet pour les États de sécuriser un certain nombre d'investissements qui sont essentiels à la transition, que ce soit la sécurisation des matières premières, le développement d'une filière de batteries en Europe et les objectifs de recyclage sur le territoire européen. Donc cette date de 2035, elle était incontournable et heureusement, elle a été sécurisée. J'aimerais quand même ajouter que maintenant qu'elle a été sécurisée, nous, à TNI, Transport et Environnement, on va se focaliser sur 3 grands thèmes.
Le premier qui est l'accessibilité, qui est bien sûr un enjeu fondamental et presque, je dirais, démocratique, parce qu'en fait, ça va probablement influencer aussi les résultats électoraux en France et ailleurs. La question aussi de l'impact environnemental et d'améliorer l'impact environnemental et social de l'entreprise. Et la troisième, c'est évidemment la politique industrielle pour sécuriser cette transition climatique. Pour finir ce premier tour de table, je me tourne vers vous, Antoine Hertement. Vous êtes président de l'AVER France, l'association qui promeut depuis des années la mobilité électrique. Vous êtes un homme heureux. C'est ça. Vous en avez rêvé. C'est le paradis. Vous avez l'impression de toucher votre rêve du doigt là cette fois? Le rêve, il est en cours, il n'est pas fait. Alors, l'AVER, elle existe depuis très longtemps, oui, c'est vrai, depuis 1978. Sur une initiative européenne, comme quoi l'Europe peut avoir des bonnes idées. Et aujourd'hui, l'AVER regroupe, c'est un peu Drive to Zero au quotidien, l'AVER regroupe l'ensemble des professionnels de l'écosystème, des producteurs d'énergie aux producteurs de voitures, en passant par les activités de services, les collectivités, les utilisateurs professionnels. Et ça fait à peu près 240 adhérents. Et le but, c'est de tout faire pour contribuer et d'essayer de simplifier et de dynamiser. Alors ça va avec des guides de copropriété, ça va avec des guides pour les bus électriques. Il y a quelque chose de très important aussi, je pense, c'est être clair sur les chiffres et être capable d'informer de manière neutre et transparente. Et donc, vous l'aurez remarqué, on publie depuis maintenant 18 mois un baromètre des points de recharge publics. Ce baromètre, il est co-signé avec le ministère de la Transition énergétique, ce qui évite d'avoir, comme pour les manifestations, le chiffre du gouvernement puis le chiffre. Là, on s'est mis d'accord. Ce qui est certain, c'est que le chiffre est trop bas et on est tout le temps en deçà des objectifs fixés par les pouvoirs publics en la matière. C'était 100 000 bornes pour 2021. Ouais. Et on les cherche vous encore. Me le demandez, voilà. On était il y a 5 jours à 95 755. Donc après, à chacun de faire ses petites règles de 3 pour savoir quand les 100 000 bornes seront atteintes. Mais on n'en a jamais été si près. Mais je prends cet exemple-là. Savoir combien il y a de bornes publiques, c'est essentiel. Pour le grand public, même si après l'utilisation du véhicule électrique ne repose pas que sur ça, et c'est parmi ses avantages. Mais l'accélération repose sur ça. Voilà, c'était... Sans bornes, on n'y arrive pas, quoi. C'est un et de toute manière, mais... pour quelqu'un qui a l'habitude d'aller faire son plein quelque part à l'extérieur, il ne faut pas commencer par lui expliquer qu'il va changer de vie. Il faut d'abord lui dire, bon ben voilà, tu auras tant de points pour faire ton plein à l'extérieur. La deuxième question qu'on a ajoutée il y a 6 mois maintenant, c'est le taux de disponibilité. Autrement dit, combien j'ai d'endroits pour faire le plein? Est-ce que ça marche? En temps réel? Oui. Ah bon? Oui, taux de dispabilité, 85%. En temps réel. 85%. Alors c'est sur le mois, la statistique, je ne vais pas vous la donner là à la seconde, mais donc ce qui donne une indication, et le fait de le suivre est toujours vertueux, parce que ça incite, 85%, l'avantage c'est que c'est ni bon ni mauvais, parce que quand vous êtes utilisateur, j'espère qu'il y en a beaucoup dans la salle, enfin l'utilisateur modeste que je suis dit 85%, c'est pas bon. Ça ne me semble pas très bon, effectivement. Ouais. Mais par contre, bon, c'est pas non plus catastrophique par rapport à certaines fake news qui disaient toutes les bornes sont en panne et ainsi de suite. Et le troisième qu'on va rajouter dans les semaines qui viennent, c'est la troisième question que les gens se posent, et combien ça va me coûter de faire le plein. Donc voilà l'importance, et je pense que c'est parmi les rôles de l'AVER, d'essayer d'être factuel sur ces indicateurs. Et vous allez l'élargir aux stations à hydrogène au fur et à mesure? Alors, l'AVER s'occupe en effet de tout ce qui est moteur électrique et donc aussi bien alimenté par une batterie que par une pile à combustible à l'hydrogène. Pour l'instant, on monte l'indicateur sur la partie point de recharge pour les batteries. On verra en temps utile pour la partie hydrogène, mais je note l'idée. Joël, vous souhaitiez réagir au propos de Diane? Il y a un problème de micro. Alors, croyez pas qu'on vous ait coupé la parole. Allô, ça répond, bon, d'accord. C'est bon, sur l'enjeu démocratique, il faut bien réaliser que la plupart du temps, la première voiture, elle est achetée, elle est à 4-5 000 euros. Hein. Les gens, chez moi, ils achètent la voiture ou ils refilent la voiture. Ce que vous voulez dire, c'est que la première voiture d'occasion qu'on achète, le budget moyen est de 4 000 euros. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est 24 000 euros le budget moyen d'une voiture d'occasion. Sur ces sommes-là, alors
comme on partage l'objectif, on ne va pas le critiquer trop fort, mais si en même temps on nous couple la ZFE dans pas longtemps, ça veut dire que si je suis un jeune étudiant de la Mayenne qui doit se rendre à Nantes régulièrement, etc., je ne rentre plus dedans. Je ne rentre plus à Paris. Et donc, il y a un moment compliqué, ou alors comment je fais? On fait des grands parkings en périphérie. Alors, il faut se donner de la souplesse, il faut se donner du temps. On va partager l'objectif, mais on a une vraie inquiétude démocratique. La voiture, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut, liberté. pour ceux qui vont acheter ce genre de véhicule, accompagner la transition par des dispositifs annexes. C'est-à-dire que si à 4-5 000 euros, j'ai une voiture électrique, ou en tout cas j'ai le moyen de ne pas avoir de voiture, mais de faire différemment de transport. Nous, honnêtement, l'AMF ne défend pas de position, entre guillemets, politique ou dogmatique sur le sujet. On défend la capacité qu'on a à agir et à faire. En l'occurrence, pour nos habitants et sur l'enjeu qu'on a sur l'accessibilité aux services et un médecin spécialiste, il n'est pas dans nos campagnes ni dans les zones non ZFE aujourd'hui. Hein. Les médecins spécialistes de demain, d'aujourd'hui, ils sont déjà quasiment tous dans les zones ZFE. Donc les accès à ça nous pose question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution. On a des trains, on a parlé de 100 milliards sur le train, etc. Mais cet enjeu démocratique est très fort. Il faut mesurer que le phénomène gilet jaune, c'est un phénomène de voiture. Vous étiez en Mayenne au début de l'épisode, je vous le dis très vite comme ça, mais tout le monde mettait son gilet jaune pendant 15 jours. Ce n'était pas les 15, 5, 10% là qui restent et qui sont très énervés sur les ronds-points quelques semaines après. C'était 80 à 90% des voitures qui circulaient entre Laval et Évron qui portaient un gilet jaune. Je vous le dis comme ça pour qu'on le réalise. Et c'est des gens qui votent toujours dans la République, etc. Hein. Mais il y a eu un moment extrêmement compliqué où le maire d'Évron que j'étais, quand il roulait, il comptait les gilets jaunes, pas sur le dos des gens, pas dans les ronds-points, sur les bagnoles, sur le côté là. Et ça a fait quelque chose de terrible. Donc il y a un rapport à la voiture dont il faut parler. Alors la voiture électrique, pour le dire de façon très optimiste de l'autre côté, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle ringardise énormément toutes les autres formes de bagnoles, à tel point qu'on s'est fait traiter des fois de vieux diesel voilà, et gauloises au bec, etc. Il manquait plus que le verre de blanc. Mais c'est une réalité. La voiture électrique ringardise et partout. Moi, je suis motard, j'étais vétérinaire rural, donc je roulais dans un gros diesel break, et je suis ravi de ma voiture électrique. Et ma voiture électrique était très bien, une Peugeot extraordinaire, on l'a pas fait exprès, et qui roulait bien. Elle est complètement regardisée dans mon âme. Voilà, je le dis comme ça. Mais cet enjeu-là, il ne faut pas le sous-estimer, parce que si on donne... Alors, pas pour le 2035, mais pour le coup de les ZFE, si ça va vite, vous allez couper les gens. On va couper... On sait que ça va aller vite. Hein. Les premières, c'est 2025 pour les... Xavier Oran a adhéré à l'AMF parce qu'il a dit tous les mots qu'on dit régulièrement. Il y a des réactions, justement. Xavier et Diane. Xavier, tu veux commencer, mais rapidement. Et Diane veut réagir, j'ai l'impression. Et on passera à Sandrine Bouvier après. Oui, rapidement, je souscris exactement à ce que, évidemment, avec ce que vous venez de dire, et cette lecture très pragmatique, et je suis heureux de transport et environnement avoir cette lecture pragmatique. Alors vraiment, mais ce micro pose vraiment problème. Prenez celui de Christophe. Voilà, désolé. Celui-là, voilà. Ouais, celui-là marche. Si on n'avait pas cette lecture pragmatique, on ira dans le mur. Et ça sera violent. C'est ce qu'on appelle le mur du réel. Et sur ces gilets jaunes qui attendent des emplois, dans un certain nombre de cas, ou du pouvoir d'achat, il ne faudrait pas que cette trajectoire, qui encore une fois est indispensable, ne produise pas une sorte de zéro emploi en France. L'objectif de réindustrialisation, il est clé de notre point de vue par rapport à cet objectif de décarbonation. Comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand on regarde les importations chinoises sur le segment des véhicules 100% électriques, c'est 20%. Lorsqu'on était au moment du véhicule thermique, je constate simplement que les importations chinoises ne dépassaient pas 1%. Donc il faut avoir la notion de ce déplacement que j'évoquais tout à l'heure du point zéro, de ce point géostratégique vers l'Asie. Il est urgentissime que l'Europe soit clairvoyante sur la production de l'électricité et la source de production de cette électricité qui fait l'objet de très nombreux débats qui étaient sous-jacents aux divergences franco-allemandes et avec d'autres pays sur la date de 2035 et la décision finale qui a été adoptée, et sur cette urgence à restaurer une compétitivité sans laquelle aucune industrie ne viendra
se réimplanter de manière durable dans notre pays. Si on ne comprend pas ça, on fabriquera des chômeurs, dans le meilleur des cas, des personnes qui auront absolument besoin de subventions publiques, qui creuseront notre déficit pour pouvoir acheter des véhicules, et ça se passera mal. Donc il faut être clairvoyant, il faut être réaliste. Ça n'empêche pas en aucun cas l'ambition qu'il faut avoir, bien au contraire, pour que la France soit leader en termes de décarbonation de son économie et utilise ce Drive to Zero comme peut-être la meilleure opportunité possible de rebond national. Mais encore faut-il, et je termine là-dessus, aligner toutes les planètes et ne pas partir comme des flèches sur un zéro, comme je disais tout à l'heure, qui a des risques totalitaires. Diane Strauss. Oui, alors quelques éléments de solution quand même quand on parle d'accessibilité. Il y a, de notre point de vue, il y a 3 grands leviers pour permettre l'accessibilité. Pour les ménages les plus modestes, la question le dispositif de leasing social en est un, ce qui va aller se focaliser sur les ménages qui sont captifs et modestes. Donc à Transport et Environnement, on est en train de développer un mécanisme de leasing social qui circule notamment chez les décideurs politiques. On peut vous en dire plus, on fait ça avec l'IDRI. Voilà, il y a certaines conditions pour que ça fonctionne. Le deuxième levier, et là je regarde mon collègue d'ALD, ça va être comment nourrir le marché de l'occasion avec des véhicules électriques. Et là, les flottes professionnelles sont absolument centrales. On a publié une étude récemment qui montre que les gestionnaires de flotte ne remplissent pas leurs objectifs légaux. On est à moins de 10% cette année. Oui, mais pour faire du véhicule d'occasion, il faut du véhicule neuf un jour. Hein. Alors, bon, voilà, mais il y a une question d'anticipation des constructeurs, je vous le reconnais. Sauf pour les faux IMAT, mais il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Et troisième levier, pour rendre le véhicule accessible, il faut produire des véhicules qui soient plutôt accessibles aux besoins des ménages. Les ménages ils se concentrent plutôt sur des segments A et B. Pour le moment, les constructeurs se concentrent plutôt sur des segments C, dans lesquels ils sont directement en compétition avec les Chinois. Donc la question, et ça c'était l'accessibilité, ce qui reboucle avec la question industrielle dont parlait Monsieur Oran, qui est comment est-ce qu'on fait pour rapatrier ou développer une activité locale en France de production de petits véhicules industriels. Et là, je regarde nos amis constructeurs. Alors Sandrine, c'est pour vous, donc ça veut dire le véhicule électrique à moins de 20 000 euros, fabriqué en Europe idéalement. Et en France, pourquoi pas? Et en France, pas loin d'ici. C'est possible, ça? Je suis déjà très à l'aise puisque nous avons 12 véhicules électriques qui sont fabriqués en France avec des... donc on a des usines en France. On en a à Sochaux, on en a à Rennes, on en a... Voilà, donc on est en train de déployer le tissu industriel avec des gigafactories. On est en train de faire la transition de nos usines de moteurs thermiques vers le monde de l'électrification. Donc c'est une transition de fond qui est en cours. Ça, c'est pour le point industriel et le tissu industriel, donc pour les emplois. Pour la partie accessibilité de la mobilité, c'est pour nous très important. C'est des véhicules électriques, il faut absolument que ça corresponde aux usages de nos clients. Et donc ça, c'est un moyen d'accompagner nos clients flottes. C'est bien de vérifier que l'usage du véhicule correspond à leurs moyens, et c'est un moyen de les emmener et de les faire basculer dans l'électrique. Et puis, pour reprendre le point particulier de l'accessibilité en termes de prix, on y travaille tous les jours. Notre sujet, c'est de baisser le prix de nos véhicules en baissant le prix de la production de nos batteries. 40% du prix d'un véhicule neuf électrique, c'est la batterie. Donc on travaille pour diminuer ce prix. En 2024, on le baissera déjà de 40%. On est loin des moins de 20 000, hein, quand même. Après, on a des offres aujourd'hui qui correspondent à des usages. On a une petite amie à 20 € par mois. Ouais, on a on fait pas Paris-Nantes avec l'ami, quoi. Mobilité urbaine, centre-ville, ZFE. Oui, on a une Fiat 500i à 129 € par mois, donc avec une petite batterie urbaine qui correspond à un usage également. On vient d'annoncer une IC4, une voiture du segment D, donc une berline. Hier, à 199 € avec la solution de recharge. Donc ça prend du temps, c'est une trajectoire, mais c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille au quotidien et qui pour nous est capital parce que effectivement, il y a les constructeurs chinois qui arrivent et pour nous, il est capital de garder l'industrie française avec des véhicules français. Fabien Derville, vous représentez des enseignes
Plus de lumière. On va présenter des enseignes importants pour le monde de l'automobile. Comment vous voyez tout ça, vous? Une fois que la voiture est vendue, effectivement, il faut qu'elle puisse rouler. Il faut la réparer, il faut l'entretenir, il faut... Moi, ce que je capte, c'est que l'ensemble des parties prenantes ici est bien entendu très favorable au fait que les pouvoirs publics puissent imposer un certain nombre de règles et de réglementations pour qu'il y ait un pivot qui puisse servir la cause environnementale. Ça, il n'y a pas de doute. Et on est tous conscients qu'on est sur une ligne de crête extrêmement complexe avec des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et qui se déclinent de différentes façons. Je dis même qu'en tant que citoyen, je trouve que c'est une époque incroyable à vivre. Donc je me réjouis c'est un rêve éveillé presque. Okay, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a des enjeux qui, à mon avis, doivent être mieux appréhendés. Je pense que au-delà des grandes orientations européennes, je pense qu'il faut redonner le pouvoir au local pour pouvoir adapter. Vous dites ça aux collectivités locales, voilà, pour pouvoir adapter à chaque territoire les conditions, créer les conditions de la réussite de cette mutation. Il n'y a peut-être pas assez de dialogue. Et ça, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de dialogue. En pédagogie sur les ZFE, c'est tout de même le grand vide. Il n'y a pas un citoyen qui comprend de quoi il s'agit. Et on le regrette bien. Et je pense qu'il y a des entreprises qui sont connectées aux clients et qui peuvent faire leur part en matière de pédagogie. Et donc, moi, je milite pour qu'il n'y ait pas de dogme. Et entre vendre une voiture qui consomme 4 fois moins qu'elle consommait il y a 15 ans ou acheter une voiture chinoise électrique, je ne suis pas économiste, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un sachant. Mais je me dis qu'il y a probablement un équilibre à trouver pour que cette mutation puisse être réussie. En tout cas, pour revenir, et je passe mon micro... Non, parce que j'ai une autre question à vous poser. Sur celui ou celle dont le budget est de 4-5 000 euros, moi je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on imagine qui vont être impactés par cette mutation, impactés économiquement et socialement, parce que la mobilité, c'est du lien social. Et donc, je m'en inquiète. Mais justement, est-ce que cette nécessaire transition dont vous parlez, vous avez utilisé le mot de rêve, alors parfois certains peuvent l'associer au terme d'utopie, est-ce que ça ne peut pas faire splash face justement au coût de la vie, à l'inflation aujourd'hui? Vous disiez, là, tous ces gens à 4-5 000 euros, c'est une part non négligeable. Et puis, tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent même plus acquérir ne serait-ce qu'un véhicule d'occasion récente, on a beaucoup de gens qui sont sortis du marché. Vous le vivez, vous disiez, vous représentez des marques comme Noroto, comme Midas, vous vivez ça tous les jours, ou j'imagine des gens qui allongent un peu la durée de réparation en se disant je vais attendre d'avoir un tout petit peu plus de sous sur mon compte, ou ce genre de choses. Oui. Est-ce que du coup cette transition écologique qui ne peut être que coûteuse pour tout le monde, pour tous les acteurs et donc pour le consommateur, comment ça se passe chez vous? Oui, on a une enseigne qui s'appelle Carter Cash, qui est positionnée sur le low cost everyday. C'est l'entreprise la plus efficiente en ce moment. C'est bien que ça correspond à une frange de population de plus en plus nombreuse. Et donc, effectivement, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux. Et la durabilité d'un produit, à mon avis, c'est la première cause qu'il faut défendre plutôt que son remplacement. En tout cas, il faut trouver ce juste équilibre. Peut-être que le diesel 4x4, il faut lui faire sa peau, mais en tout cas, il y a beaucoup de véhicules qui, à mon avis, gagnent à rouler longtemps plutôt que le remplacer, parce qu'on ne parle pas du coup de la mise en production d'un véhicule. Voilà. Et donc, voilà, j'attire l'attention de chacun sur la nécessité de trouver cet équilibre pour que socialement on puisse ce soit acceptable. Ce soit acceptable, et c'est pas gagné. On fera notre part côté Mobivia, mais c'est une ligne de crête qui est difficile. C'est un peu ce qui ressort ici. Et je parle pas des emplois, parce que 10% de la population française est attachée à cette filière automobile. Combien de salariés chez vous pour le monde de l'automobile? En Europe, 23 000. Oui, quand même. Ouais.
Et donc, il y a des enjeux de formation, de compétences. Voilà, il faut s'y mettre. Si on parle franchement, il n'y a personne ici, personne ne nous entend. Ça vous inquiète pour vos emplois dans le monde de l'automobile, cette électrification, ou vous vous préparez à autre chose? Celui qui n'est pas inquiet est un homme dangereux. Et l'inquiétude peut être un formidable stimulant. Okay. Vous imaginez un Midas électrique Oui, tout à fait. Il y a plein de pistes. Elles sont nombreuses, elles demandent des gros investissements. Mais je me dis que si tous les jours on fait le métier le mieux possible pour répondre aux besoins des citoyens, alors je pense que nos enseignes existeront demain. Voilà la 44e édition de Drive to Zero. On espère que vous serez encore là. Gilles Belmer, je rappelle que vous êtes directeur général France d'ALD Automotive. Cette fois, je vais essayer de le dire correctement. Bravo. On parlait là, des voitures chinoises. C'est Xavier Oran qui disait 20% des ventes aujourd'hui. Vous êtes obligé de faire rentrer des voitures chinoises dans votre flotte parce que vous n'arrivez pas à avoir assez de voitures, j'allais dire françaises, faut peut-être pas exagérer, mais fabriquées par des constructeurs français. Non, on n'est pas obligé de faire rentrer. Il n'y a personne qui nous met un couteau sous la gorge en disant on reprend des chinoises. Mais simplement, il y a une offre avec... le monde a changé. C'est vrai qu'en matière de véhicules, les Chinois, quand on parlait de véhicules thermiques, étaient clairement pas au niveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, les voitures chinoises, et notamment les voitures électriques, elles sont parfaitement aux standards qui sont ceux que nous attendons en Europe. Donc, c'est vrai Dans un contexte où les gros constructeurs vous ont coupé la remise. Non, mais il y a la question du prix, il y a la question de la disponibilité. Alors après, effectivement, comment sont produites les voitures, avec quelles conditions, ça c'est autre chose. Mais donc finalement, il y a une offre et qui est plus abondante et qui concourt à ce que l'électrification du parc aille. Mais c'est vrai que, c'est ce que disait Diane, là on parle beaucoup quand même des voitures plutôt haut de gamme. Hein, quand on regarde les voitures chinoises qui arrivent aujourd'hui, à l'exception notable de la Dacia Spring qui vaut dans les 20 000 euros, les autres, c'est plutôt des voitures chères. Et donc, la problématique de l'électrification, enfin, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on dit tous, c'est-à-dire qu'il y a un mur de la réalité. Comment est-ce qu'on arrive à baisser le coût de détention pour un ménage modeste d'une voiture qui, aujourd'hui, une voiture électrique, ça vaut encore dans les 35 ou 40 000 euros. Mais vous réfléchissez, vous, typiquement, à des offres de financement totalement... Est-ce que vous appartenez à une banque, hein, vous, en l'occurrence, la Société Générale, et toutes les banques, vos concurrents se sont lancés dessus, Crédit Agricole et surtout BNP Paribas, qui est quasiment la même chose, je crois, avec Arval chez eux. Et vous réfléchissez justement à des moyens d'imaginer un financement soutenable? On essaye d'imaginer des financements soutenables parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est des fabricants de véhicules d'occasion quelque part. Hein, et donc, quand on a fini un premier contrat de location longue durée, on peut relouer la voiture, ce qui en baisse le prix. Mais on n'arrive pas au leasing social. Enfin, le président Macron avait parlé d'un loyer à 100 euros. On a beau prendre l'équation dans tous les sens. Aujourd'hui, alors j'espère que il y a des solutions. Ils ont l'air d'y tenir quand même. Hein. Oui, mais c'est normal qu'ils y tiennent parce que c'est le seul moyen d'arriver à donner l'accès au plus grand nombre. Le calendrier, c'est a priori première réservation aux alentours de la fin de l'année pour à peu près 100 000 véhicules. Non, mais à ce moment-là, ça va permettre de démocratiser la chose. Mais nous, ce qu'on fait, effectivement, on fait des contrats plus longs. Mais après, il y a quand même, on ne va pas financer une voiture sur 15 ans. Hein, donc, il faut rester quand même dans des limites raisonnables. Donc, on loue des véhicules d'occasion et on aura de plus en plus de véhicules électriques d'occasion. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nos véhicules d'occasion, c'est ceux qu'on a mis à la route il y a 4, 5, 6 ans, et ils sont à 90-95% diesel. Donc, il y a on l'a dit, hein, la durée de vie d'une voiture, c'est 15 ans. Et donc, il faut effectivement accélérer la mise à la route des voitures neuves électrifiées. Mais il faut aussi qu'on se dise, finalement, essayons de prolonger peut-être la durée de vie de ce qui est déjà existant. C'est vraiment peut-être le point qui vous rassemble le plus, c'est de dire qu'il faut déjà aujourd'hui transformer le parc existant pour le rendre... soutenable. J'ai l'impression que c'est vraiment le point sur lequel vous êtes là-dessus totalement d'accord. Ah non, pas vous. Pardon. Dites-le nous. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, je ne voudrais pas vous faire parler sans que vous soyez d'accord. Hein. Je pense qu'il y a un enjeu à renouveler le parc, d'abord vers l'électrique, parce que quand on voit en termes de bilan carbone, globalement, pour une voiture qui roule 20 000 km en électrique, elle a remboursé sa dette carbone. Donc, pour un conducteur moyen, c'est 1 an et demi, beaucoup moins pour les flottes.
Et puis, comment est-ce qu'on décarbone le parc existant? Ça, c'est vraiment un enjeu. Alors, on va publier une étude dessus dans les prochaines semaines. Donc, Et qui dira quoi? mais, alors, Moins de mobilité. non, alors des nous, ZFE. de notre point de vue à Thienny, on n'est jamais pour moins de mobilité. On va changer les usages. On va être mobile différemment, mais alors on n'est pas pour une démobilité. Oui, mais ça revient un peu au même. Non, prenez Ah votre bon vélo, c'est une solution très confortable et sécurisante si votre piste cyclable Oui, est mais moi, sécurisée. je vais pas en Il vélo peut être à électrique. Marseille. Non, et franchement, il y aura toujours des voitures. Pareil, à Thienny, pour nous, il y aura toujours des voitures. Donc là on n'est pas sur cette question. On peut parler de la sobriété si vous voulez. Mais ce que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'il y a un certain nombre de fausses solutions qui sont disséminées, comme les biocarburants de première génération, qui sont quand même des cultures alimentaires en période de crise alimentaire mondiale, dans lesquelles on met de l'eau alors qu'on est en période de sécheresse, des intrants azotés alors que ça demande du CO2, tout ça pour les mettre dans des moteurs, pour les brûler, et c'est largement subventionné, et c'est pour ça que c'est moins cher, parce qu'en réalité, ça l'est pas. On peut être d'accord sur Alors, cette étude que j'ai vue, mais en revanche, je vous trouve moins virulente, je suis désolé, quand on parle de e-fuel et de manière générale, quand on parle d'énergie ou de nucléaire. Alors, je vous l'ai demandé pendant la préparation. Oui. Je suis étonné. Très bien. Alors, sur les e-fuels, donc les carburants de synthèse, pour expliquer ce que c'est aux gens qui ne sont pas des experts, il s'agit de prendre une source d'électricité, que ce soit le nucléaire, les énergies renouvelables ou des énergies fossiles, mais ça, ce serait quand même problématique, d'en faire de l'électricité, avec de l'électricité, d'en faire de l'hydrogène, de mélanger à cet hydrogène du CO2 qu'on aurait capté dans l'atmosphère, ce qu'on ne sait pas encore tout à fait faire, et en tout cas ce qui n'est pas commercialisé, et ensuite de créer avec ça des molécules fossiles qu'on puisse mettre dans notre moteur. Donc vous imaginez bien que ça va être une ressource qui va être extrêmement précieuse, parce qu'il faudra faire de l'hydrogène et à partir de cet hydrogène faire des carburants de synthèse. Donc en fait on va mettre ces carburants de synthèse dans des transports qu'on ne peut pas décarboner autrement, qui sont le maritime et l'aérien. On ne le mettra pas dans les solutions, notamment dans la voiture particulière, ça coûterait trop cher. Pour finir sur votre question sur le nucléaire, oui. Nous n'avons pas une position tranchée à Thienny sur ces questions, c'est une position très clivante et nous nous en remettons au gouvernement pour faire un choix éclairé sur la base de la science et de l'intérêt général. Ça m'attriste parce que la question allemande sur l'e-fuel, et Xavier, tu ne prononces pas le mot non plus sur le nucléaire, en fait on a l'impression que l'énergie, si elle est un peu grise ou pas très propre, c'est pas grave. Grise ou pas dans le sens fossile? Hydrogène, gris. Alors l'hydrogène gris, de notre point de vue, c'est pas du tout une option. D'ailleurs, l'Union européenne est en train de développer une directive sur les énergies renouvelables à RED qui vient d'acter que seul l'hydrogène vert sera en capacité d'être subventionné. Donc, et compter dans les objectifs de transport notamment et d'industrie. Donc je ne pense pas qu'on aille vers cette trajectoire-là. On va bientôt passer aux questions de la salle. Vous avez le temps de réfléchir juste après Antoine Herteman qui a un peu moins parlé que les autres. Je rappelle que vous êtes le président de l'AVER. On parlait là de leasing social il y a un instant. Est-ce que c'est l'élément indispensable pour que ça fonctionne et qu'on aille à l'accélération ? Il y a beaucoup d'éléments indispensables. Mais est-ce que c'en est un ? En fait, si on sort un peu du public d'initiés que nous sommes tous ici et qu'on regarde le grand public, je vous rappelle que 6 Français particuliers sur 7 achètent leur voiture d'occasion. On en a beaucoup parlé et je crois que c'est un point où 6 tout le monde... Français sur 7, c'est ça ? 6 Français sur 7, oui. Le marché du véhicule d'occasion en France, les bonnes années, enfin les années normales, pardon, c'est 6 millions de voitures achetées à 99% par des particuliers. Le marché des voitures neuves, c'est 2 millions de voitures achetées par 50% de particuliers, 50% d'entreprises. Donc vous avez 7 millions de voitures aux particuliers, dont 6 d'occasion. Donc c'est là qu'est la clé. Et c'est ça pour moi le vrai enjeu. Oui, bien sûr, il y a à développer, mais là j'ai confiance, l'ensemble des constructeurs annoncent déjà des gammes comme ça, des produits qui permettent d'avoir le prix et la polyvalence. Bon. Mais quand on parle du grand public, est-ce qu'il sait ? Et quand je pose la question, c'est les premiers retours qu'on a quand on fait des stands sur des salons ou qu'on va à la rencontre des gens. Le grand public, il ne sait pas forcément le lien entre le véhicule électrique et le pourquoi. Autrement dit,
Pourquoi le lien entre le véhicule électrique et le climat, le lien entre le véhicule électrique et la sobriété, le lien entre le véhicule électrique et la souveraineté. On voit peut-être qu'il commence un peu à comprendre quand même, non là Dans 3 semaines, un mois, quand il y aura les premières grandes chaleurs, il va comprendre. Non? Eh ben, j'espère. En tout cas, c'est parmi les points qu'on voudrait développer. Mais vous croyez qu'on en est là? évite- Que les gens se... Parce qu'on n'en est pas à l'accélération, si c'est ça. Si on est encore à se poser la question de l'utilité ou du côté En indispensable. plus, c'est vous qui défendez tout ça depuis Bah tant oui. d'années. Vous n'avez Eh ben, pas bien fait votre justement, travail Vous alors? doutez, là? Je ne doute pas, j'ai un axe de développement fort à accélérer dans les plus courts délais. Et d'ailleurs, on va le faire dans des événements maintenant grand public et pas seulement dédiés à l'automobile, à savoir... Mais c'est un événement grand public. Ici, vendredi, c'est ouvert au public. Absolument. Pour ceux qui auront envie de revenir. C'est pas fermé au grand public, bien loin de là. Et parce que pour moi, il faudrait éviter, parce qu'on voit dans d'autres éléments d'actualité, de ne pas avoir de lien entre l'évolution qu'on veut apporter et la raison pour laquelle on veut apporter cette évolution. Donc il est vraiment essentiel d'être clair sur les raisons, d'éviter les discussions. Ça fait moins 70% de gaz à effet de serre. Non, non, moi, ça fait moins 50%. Dès qu'on fait ces discussions, ça fait de la confusion. Et donc, essayons d'expliquer sereinement les vrais apports, de regarder, d'expliquer ce que peut faire une batterie dans le futur, quand elle aura fini sa vie automobile, et ainsi de suite. Donc, le vrai enjeu, il est là, le grand public qui achète sa voiture d'occasion et qui achète sa voiture d'occasion à 10 ou à 15 000 euros. Bien sûr. Alors, Emmanuel, nous avons la chance d'avoir Henri-Jacques Citroën. Ah, vous nous présent emmenez ici. des guests. Et donc, je trouvais, comme un clin d'œil, intéressant d'avoir sa réaction. Le véhicule électrique existait avant. Comment voyez-vous cette transformation, vous? Je vais vous dire ce que je dis. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oui. Merci. En fait, je n'étais pas programmé pour parler, mais je suis venu saluer les organisateurs. Ils m'ont dit, puisque tu es là, tu vas nous parler. Donc c'est ce que je fais. Je suis très obéissant, mais je suis très content de pouvoir vous transmettre quelques messages. Il y a quelque temps, pour répondre à votre question, j'ai été invité par le syndicat CFTC à prononcer un discours lors d'un colloque qu'il avait organisé, qui avait pour titre « Véhicules automobiles décarbonés, industrie carbonisée ». Alors je me suis dit, comme on m'a demandé de faire un discours, parce qu'il y avait des tables rondes, mais on m'a dit, vous faites un discours. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, pendant 3 semaines, quand je marchais dans la rue, je me posais la question. Je me suis dit, bon, je vais leur parler évidemment de l'histoire extraordinaire d'André Citroën et tous les enseignements qu'on peut en tirer pour nos jours. Et en même temps, je me suis dit, je vais leur parler des émotions qui sont générées par l'automobile. En fait, si vous regardez de près, les émotions que génère l'automobile sont très nombreuses. Vous avez des gens qui aiment la voiture, qui aiment les voitures, qui aiment leur voiture, qui aiment conduire, qui aiment les courses, qui aiment collectionner les voitures, qui aiment s'occuper de leur voiture de collection, qui aiment faire partie de clubs, qui permet ensuite de se rassembler. Donc il y a vraiment toute une série d'émotions qui fait que les gens aiment les voitures. Il suffit de voir le succès qu'ont les salons, le mondial de l'auto ou Rétromobile. Les gens viennent, ils admirent les voitures. C'est souvent des bijoux. Je dis toujours, c'est des bijouteries à ciel ouvert, souvent ces rassemblements. Et donc, je me suis dit qu'il y avait d'autres messages aussi à transmettre sur le tout électrique. Le tout électrique a un côté qui est un peu inquiétant parce que je trouve qu'il est toujours dangereux de passer d'un extrême à l'autre. Quand on passe d'un extrême à l'autre, on sait ce que l'on laisse, mais on ne sait pas ce que l'on va trouver. Et qu'on soit un particulier, qu'on soit une famille ou un pays, ça s'applique, ce que je viens de dire. Qu'on soit aussi un particulier, une entreprise ou un pays, il faut avoir un plan B, un plan C, un plan D, etc. Or, quand on voit le tout électrique, il y a un certain nombre de dangers. C'est pour ça que je vais dire quelque chose qui est politiquement incorrect. On ne peut pas tirer un trait définitif sur les hydrocarbures, parce qu'on en aura peut-être besoin, ne serait-ce que pour produire l'électricité
que l'on va devoir fournir aux voitures. Voilà. Donc, quand on analyse de près la problématique, j'ai souvent eu l'occasion d'en parler à l'école de guerre économique avec les chercheurs qui réfléchissent à toutes ces questions. La production des batteries est pleine d'inquiétudes parce qu'il faut des matériaux stratégiques, il faut le lithium, il faut le cobalt, les terres rares. Et quand on regarde où se trouvent ces matériaux, ce n'est pas toujours dans des pays qui sont amis, ou parfois se trouvent dans des pays dans lesquels il est difficile d'aller investir pour des raisons de conformité, de compliance. Voilà. Il faut conclure. Voilà. Donc, la conclusion, c'est... Avant que la salle puisse poser une question. Voilà. Bon. La conclusion, c'est qu'il faut aller dans ce sens, mais en prenant des précautions, en sachant vers quoi on va, en mesurant bien tous les risques et les dangers. Et je vous dis que je vous félicite pour organiser ce genre de rassemblement, parce que ça permet de réfléchir tous ensemble, parce que c'est un grand combat qui est mené. Et moi qui ai vécu longtemps en Amérique latine, je vais conclure avec un slogan de révolutionnaire, mais je dirais que la moitié du slogan, le combat continue. Et ben voilà, le combat peut continue, on peut l'applaudir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, dans la salle? On a encore un peu de temps, oui. Alors, malheureusement, on n'a plus de temps. Ah bon? Comme le veut l'exercice, on a déjà dépassé le temps. Mais si vous avez... Qui t'a dit ça? Eh bien, nos charmants organisateurs qui me font des gros yeux déjà depuis 2 minutes. Donc, alors, attendez, qui a levé la main, là? Non? Oui, si. là-bas. Ah ben voilà. Alors, quelqu'un... Monsieur, ça vous embête de donner le micro à monsieur? Derrière vous, monsieur, vous avez un micro qui arrive. Hop. Si ça vous embête pas de vous présenter et que vous nous disiez à la rigueur si vous savez à qui vous voulez poser votre question. Pas spécialement une personne en particulier. Ah bah, si c'est tout le monde, on va y être là encore pendant 2 heures. Mais... Qui a envie de réagir. Pour me présenter, je m'appelle Régis Lambert. Je fais partie du groupe qui a produit l'installation visuelle qui est dans le Dôme. Et j'habite dans une grande capitale européenne, Berlin, où je pensais à ça parce que j'entends beaucoup parler de véhicules individuels, potentiellement de flottes commerciales, mais c'est dans tous les cas des véhicules qui sont détenus et utilisés par les mêmes personnes en général. Et à Berlin, on a énormément de voitures en libre-service, beaucoup plus que ce que j'ai pu voir. Je suis à Paris depuis un jour. On a énormément. J'ai globalement revendu ma voiture quand ces véhicules-là ont commencé à arriver. Ça me coûte beaucoup moins cher que l'entretien, l'assurance, tout ça. Et j'ai 200 mètres à marcher en général, au maximum, pour trouver un véhicule qui peut être soit un utilitaire, un petit véhicule. Et je me demandais... Donc la question. Votre question. Voilà, ça c'est le contexte. Oui. La question, je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus déjà à Paris et quelles sont les limites au déploiement de ce genre de solution? Est-ce qu'il y a une densité minimum de population à avoir pour que ça fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être imaginable en périphérie, voire dans les campagnes? Et à quel point est-ce que ça peut aussi aider à réduire le reste des flottes? Alors, je pense qu'il y a 2 personnes qui ont envie de vous répondre. Sandrine Bouvier d'abord pour Stellantis, et puis après on passera à vous, Joël. Alors, c'est effectivement un vrai sujet, les changements de modèle. C'est qu'aujourd'hui, chez Stellantis, on ne se considère plus uniquement comme un constructeur, on se considère comme un fournisseur de mobilité. Et on a pour ça une marque, et vous allez certainement voir dans Paris, si vous y restez quelques jours, des voitures free to move qui sont en éco de partage. Et il y a beaucoup de solutions qui nous attendent demain. On a créé l'abonnement pour des gens qui veulent s'engager dans l'électrique, peut-être pour 1 mois, 2 mois. Mais est-ce que ça marche? Parce que par rapport à la question, c'est ça qui est intéressant. À Berlin, ça cartonne. Mais c'est vrai que même free to move ou tous vos concurrents, on a l'impression que ça démarre, allez, je vais le dire poliment, timidement. On en a à Berlin, on en a à Madrid, on en a dans les grandes métropoles. Alors ça correspond très bien avec des écosystèmes où les transports en commun ou d'autres solutions sont possibles. Donc c'est vraiment un écosystème, et là on est tous là et on a besoin de le créer ensemble. C'est que les voitures en écopartage, les zones pour le vélo, les transports en commun, les parkings à l'entrée des villes, et ça c'est vraiment l'écosystème et c'est notre travail collectif et c'est une transformation profonde. Au-delà de vous mettre des véhicules en autopartage, ce qu'on fait de façon dans toutes les grandes villes.
Joël Ballandreau, et puis après on pourra Oui. prendre encore une autre question de la salle, me dit-on. Pour compléter la réponse, alors pour à la fois rassurer monsieur et puis lui dire que ça va doucement, donc moi je suis dans une collectivité rurale. Je ne sais pas si ça le rassure, il voudrait que ça aille vite. Hein. Oui, ben, je ne vais pas le rassurer, ça ne va pas très vite, mais pour longtemps, une communauté de communes rurale au milieu de la Mayenne, pour le coup, 30 000 habitants, on lance un autopartage, d'ici l'année prochaine, on aura lancé ça. Alors il y a des associations d'État pour les collectivités pour y aller. La problématique qu'on a, c'est l'investissement. On est prêt à faire de l'incitatif et on le fait, comme on l'a fait pour l'installation des bornes électriques qui ont été complètement sous-consommées depuis 3 ans, qu'elles sont installées à grands frais dans nos communes, donc à nos frais. Pour être, Mais c'est pour être intéressant, clair. vous le faites parce qu'il y a une demande ou vous le faites parce que vous voulez Alors, susciter la demande? On veut la susciter. Très clairement, on a installé des bornes électriques un peu partout pour dire si vous l'installez, vous aurez une solution près de la basilique d'Évron, près de la gare d'Évron, voilà, dans les endroits stratégiques où il y a du déplacement après ou des services à côté. Donc on l'a fait comme ça. Bon, ça, on commence à voir ça fait 2 ans qu'on a les bornes partout. On commence à voir des voitures utilisées parce que ce qui s'est passé chez nous en temps d'usage, c'est que les gens ont pris des voitures qui leur permettaient de faire l'aller-retour, ou alors de recharger au travail et de revenir chez eux. Donc ceux qui ont acheté des voitures électriques aujourd'hui, ils étaient rassurés peut-être parce qu'il y avait des bornes, mais surtout, ils sont assurés que chez eux ou au lieu de travail, il y a des bornes. Bien sûr. Et là, sur l'autopartage, on fait pareil avec un public cible, qui est pour le coup le public dont on parlait tout à l'heure, un public social, pour lequel on pourra proposer un prix et pour lequel on pourra amener à ces services-là, accompagner sur l'appli, accompagné sur le modus operandi. Et pour on a nous notre question là où on recrute des gens pour utiliser nos services et où on a un problème de mobilité, c'est au milieu des commissions RSA. Pourquoi vous n'arrivez pas au service? Pourquoi vous n'arrivez pas au travail? Parce que j'ai un problème de pot d'échappement, parce que ma voiture n'est pas aux normes, parce qu'elle est chez le garagiste. C'est une question majeure, la mobilité chez nous. On va l'accompagner par la mobilité électrique, mais voilà, on lance l'autopartage même dans les zones rurales, donc ça doit démarrer au fur et à mesure partout. Et on est moins embêté par le foncier, par les enjeux économiques autour de ça, parce que ça coûte pas cher de mettre en rapport avec d'autres installations ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le foncier est plus accessible, on va dire. Voilà, vous pouvez donc déménager à Évron à compter du début de l'année prochaine. Il y aura des bornes électriques. On a une belle gare dont on n'a pas parlé, mais bon. Ah bah si vous. Alors ne croyez pas qu'il y a une alerte incendie, c'est juste peut-être pour dire dernière question. Oui, pour Monsieur. le sport automobile, monsieur. Alors attendez, le micro il arrive, il est juste derrière vous. Mais rapide. Voilà. Et on va essayer de faire très vite. Didier Malgar, Eco-Racing. Monsieur Citroën vient nous parler de l'émotion automobile. L'émotion, ça sera de l'affectif et ça provoque de l'accélération. Est-ce que nos intervenants comptent s'appuyer sur le e-motorsport, puisque la France compte actuellement 4 champions du monde dans 4 disciplines différentes de e-motorsport, pour accélérer la transition? Ah bah la question était. Là, c'est. Alors attendez, qui peut nous répondre à ça? La vous, Sandrine, vengeance encore du véhicule. Ah, Xavier, ça t'intéresse, ça. J'étais sûr. On pense que tout va devenir un service avec des algorithmes. Je ne suis pas totalement persuadé de cela. On disait avec mon voisin tout à l'heure en aparté que pour beaucoup de Français, de très nombreux Français, la voiture est un capital. C'est souvent une propriété, et souvent la seule propriété qu'ils aient. Il ne faut pas l'oublier. Ce que je pense, c'est que la voiture reste, même si c'est un peu contradictoire avec certaines études sociologiques, ça reste un objet statutaire. Et au-delà de l'objet statutaire, c'est un objet de passion. Et la France est un pays de passion automobile, qui a beaucoup de courses, qui a, y compris bien sûr de courses dans le domaine électrique maintenant. Encore faut-il que les collectivités locales les accueillent. Mais il passe là, à Paris, non? Ça passe là, juste devant, non? Peut-être qu'on pourrait me compléter tout à l'heure. Mais encore faut-il que les grandes collectivités locales nous accueillent et que ce récit positif, ce fait de rendre désirable pour le plus grand nombre la mobilité électrique, on est au cœur du sujet, il faut en assurer la popularisation, ça doit devenir une consommation de masse si on doit réussir notre objectif. Eh bien, il doit y avoir des grands lieux pour incarner tout ça et porter un récit positif. Il s'appelle Drive to Zero aujourd'hui, il s'appelle le mondial de l'automobile, il s'appelle Équipe Auto, et on a besoin du soutien de toutes les parties prenantes. Parce que quand on perd ce genre de grands événements, on perd nos repères, que ça soit pendant les week-ends sur tous nos territoires, que ça soit à Paris. Eh bien, il faut que la France, il faut que nous, les Français, on relève un peu la tête et qu'on ait un discours positif autour de cette métamorphose. C'est une manière de vous répondre, cher monsieur, mais en tout cas, sur les courses automobiles, n'oublions pas que l'automobile en France est un mythe et qu'on a besoin de grands mythes pour fédérer notre nation derrière nous et réussir et se donner les moyens colossaux de réussir cette transition. Un mot, parce qu'on parlait de consommation électrique tout à l'heure, un mot, parce qu'il faut quand même avoir notion des
des volumes qui sont en jeu. Non, 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 non. Oui, je vais parler du nucléaire, parce que tout à l'heure, je disais que notre consommation en électrique va être multipliée par 4. Il faut que nos politiques prennent la mesure de cela. Je parlais de clairvoyance tout à l'heure. Une multiplication par 4 de la production électrique, c'est quand même loin d'être neutre, sans jeu de mots. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le dernier rapport de RTE, donc ce n'est pas Mobiliance qui le dit. Le dernier rapport de RTE qui a été rendu public il y a 2 jours a évalué les besoins. Autre rapport, mais peut-être cumule-t-on trop de rapports. On devient le pays des rapports. Il faudrait plus qu'on soit le pays de l'action. Il faut tout simplement 12 centrales nucléaires de plus d'ici 2030 en France. Bon, ça, la seule certitude, c'est qu'on les aura pas. Je laisse ça à votre sagacité. Mais madame veut peut-être me compléter sur les... On va peut-être juste conclure. Non, vous voulez, Sandrine Bouvier, le mot de la fin? Allez, Xavier a lancé le débat. On peut pas laisser lancer encore le débat. un ou deux mots. Voilà. Sandrine ou Diane, oui, allez, Sandrine et puis Diane, moi c'est bien. Ce sera les 2 femmes qui termineront cette table ronde. Pour une fois, ça fait du bien. Alors, Sandrine Bouvier. Et Diane qui aura le mot de la conclusion. Voilà, juste pour terminer sur la passion automobile, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. L'électrification, et on le voit avec notre marque EDS qui fait de la e-Formule E, c'est un super laboratoire pour l'innovation de demain, pour trouver des nouvelles technologies. Et c'est vraiment important d'avoir ces drivers pour aller chercher, innover dans un monde qui demain sera contraint. On a bien en ligne, en base zéro, aller faire de la mobilité accessible et durable, mais la chose est sûre, c'est que la passion et le monde automobile et la recherche que nous permet de faire la compétition automobile, c'est une bonne voie. Les Français sont en tête, là. Juste un dernier mot sur les usages. En effet, les usages vont beaucoup évoluer. Les scénarios montrent qu'on peut reboucler avec notamment des énergies renouvelables. Et je reviens à votre question. Il est possible d'avoir des scénarios 100% renouvelables. Mais c'est vrai qu'il y a une condition qui est une baisse de demande de 30%. Aujourd'hui, il n'y a aucun scénario 100% renouvelable qui fonctionne. Hein. Avec une baisse de demande de 30%. Oui, ben ça. Et du coup, y compris RTE n'a pas de scénario 100% renouvelable. Alors, CGDD, c'est intéressant parce qu'ils ont notamment une baisse. Ils essayent de boucler sur les transports et ils ont aussi une baisse de demande de 30%. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir que finalement, 30% de baisse de la demande, c'est pas impossible. Ça ne demande pas un changement radical de nos modes de vie. Ça demande une évolution de nos usages vers des mobilités partagées, vers des mobilités plus douces, et donc une sensation de plaisir qui est autre. Et je pense que là, il faut vraiment penser avenir plutôt que passé. La propriété individuelle n'est pas nécessairement une source de plaisir. Il y a plein d'autres sources de mobilité qui sont sources de plaisir. Donc, pensons l'avenir et surtout demandons aux représentants de la filière d'avoir des messages positifs pour accompagner cette transition. Parce que maintenant, nous sommes dans cette transition. Ce qui a été le cas, là, je crois. Elle va avoir lieu et donc il faut vraiment s'engager. Et pour que la filière, et notamment que les syndicats, que l'ensemble des acteurs de cette filière puissent avancer, il faut que leurs représentants aient des messages positifs. Voilà, eh bien voilà, nous serons positifs pendant ce Drive to Zero. Vous pouvez applaudir Diane Strauss, la directrice France de Transport et Environnement, Antoine Herteman, le président de l'AVER France, Gilles Belmer, le directeur général France d'ALD Automotive, Fabien Derville, le président de Mobivia Group, Sandrine Bouvier, la patronne de la mobilité électrique France chez Stellantis, Joël Ballandreau, alors je ne fais qu'une partie de votre étiquette, maire d'Evron, et Xavier Oran, le directeur général de Mobiliance. Très bon salon à vous toutes et tous. Merci.